très bizarre. Je m'appelle Sarah Delade, je suis géographe, je travaille à Interenvironnement Bruxelles depuis 3 semaines. Voilà, donc, grosso modo, j'ai eu l'habitude de faire des conférences sur des sujets sur lesquels j'avais fait la recherche et que je maîtrisais d'un bout à l'autre. C'est un tout petit peu moins le cas aujourd'hui, mais j'ai vraiment bien travaillé. Alors, Interenvironnement Bruxelles, c'est l'association qui fédère les comités de quartier francophones de Bruxelles. On travaille, on est reconnu aussi en éducation permanente. Et on a une vision peut-être un petit peu extensive de ce que sont les comités de quartier, parce que même quand ils n'existent pas, on a tendance à considérer qu'on les défend comme eux. Voilà, ça c'est pour les précautions d'usage. Tout ça, peut-être aussi également vous dire qu'une grande partie des éléments que je vais annoncer aujourd'hui sont tirés à la fois des recherches et des travaux d'analyse et d'études d'Interenvironnement Bruxelles, évidemment du RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, et finalement d'une thèse d'une excellente qualité écrite par Alice Romanville il y a quelques années. Et je me permets de le dire comme ça parce que c'est la seule thèse que j'ai lue 2 fois. Et voilà, je vais peut-être pas vous faire le fil parce que comme j'ai 15 minutes et que j'ai souvent tendance à dépasser, je vais passer à l'offensive. C'est très bizarre l'image, ok. Un petit élément peut-être, c'est que je vais rester sur des éléments relativement... au niveau des idées et des principes, il va y avoir assez peu d'éléments empiriques. Et donc pour commencer, la question était donc est-ce que l'accès à la propriété est une mission de service public? Eh bien, pour Interenvironnement Bruxelles, la réponse est non. La mission de service public, c'est l'accès au logement reconnu dans la Constitution à l'article 23 de 1924, qui dit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et droit comprend le droit au logement à un logement. Et ce droit comprend le droit à un logement décent. Ok, c'est super. Maintenant, le toit, la maison, c'est vraiment une fonction très compliquée, notamment parce que c'est un élément qui a 2 fonctions. Une fonction qui est nécessaire à survivre, à reproduire les forces de travail, le toit, dormir au chaud. Et puis, c'est aussi une fonction d'investissement, c'est un investissement de capital. Et c'est cette double tension, cette double fonction dans ce même objet qui, selon nous, amène de nombreux problèmes. Pardon, je te faisais Alors, cette histoire que le Belge a une brique dans le ventre, ça reste un vieux machin. Ça commence au 19e siècle et en fait, c'est une idée qui est vraiment issue d'une négociation politique entre d'un côté les libéraux et de l'autre côté les socio-chrétiens, qui, au moment de la révolution industrielle, les socio-chrétiens ne voient pas d'un super bon œil le coup de tous ces ouvriers qui, en plein exode rural, viennent s'agglutiner dans les villes, se sécularisent et ont des mœurs légères. Et donc il y a une partie de ce projet d'aider à l'accès à la propriété qui est en fait aussi d'aider à l'accès à la propriété dans les campagnes ou dans les petites bourgades pour éviter ce déversement continu d'ouvriers dans les grandes villes. Ça va se doubler de quelque chose qui est très important en Belgique à ce moment-là, c'est l'abonnement de train à bon marché. Au niveau des libéraux, il y a un vrai intérêt à ce que les classes laborieuses accèdent à la propriété. C'est que ça les fait adhérer à l'économie de marché, ça leur fait prendre en compte des conceptions capitalistes, et ça c'est relativement intéressant dans un système capitaliste qu'une partie des travailleurs adhèrent à cette idée. Ensuite, il y a aussi une connotation d'intérêt qui se fait au niveau de l'État, qui est qu'en avantageant l'accès à la propriété, eh bien, on avantage aussi certains autres groupes et certains acteurs, notamment les banques, mais aussi les promoteurs immobiliers. Il y a d'autres choix qui sont possibles, qui ont été menés dans d'autres pays. Nous, en Belgique, par rapport au logement social, on est dans une conception dite résiduelle, c'est-à-dire qu'on a 8% de logement social en Belgique, entre 7 et 8. Mais il y a des pays dans lesquels il y a beaucoup plus de logements sociaux que ça, entre 40 et 60%, qui sont même éventuellement du logement social et du logement moyen. Ça s'appelle une politique généraliste. Ça va avoir un effet, notamment sur les questions de la stigmatisation du logement social. Il est certain que si 50% des personnes qui habitent dans une ville sont dans le logement social, c'est moins facile de se dire que ce sont des profiteurs ou des éléments comme cela. Alors, peut-être, je parle directement du logement social parce que je pense que c'est intéressant, c'est une forme extrême, disons. C'est une des 2 formes un peu caricaturales de la question de comment on fait pour mettre un toit sur la tête des gens. Et donc, si on compare le logement social et le logement privé, il y a des avantages que certains a et d'autres moins. Au niveau de l'accès, la grande différence, et ça je pense que c'est vraiment un élément qui nous tient vraiment à cœur à Interenvironnement Bruxelles, c'est que l'attribution se fait selon les besoins et non pas selon les moyens. La propriété privée, elle procède d'une façon qui fait que vous pouvez tout à fait vous retrouver
seul ou à deux dans une maison 4 chambres, pour des raisons X ou Y. Et évidemment, ça peut poser problème quand on est dans une situation de densification, etc., et qu'on ne construit pas énormément de logements. Donc ça, c'est vraiment une très grande différence. Au niveau de la stabilité, il faut savoir, comme le disait tout à l'heure, avant la conférence de Pierre, au niveau de la stabilité dans le marché locatif privé à Bruxelles, les ménages les moins aisés ont tendance à bouger énormément. Ils déménagent extrêmement souvent. Et le logement social permet une certaine stabilité. Maintenant, il peut aussi y avoir des effets de rétention de logements trop grands, mais bon, ça, évidemment, ce sont des questions de gestion. Au niveau de la discrimination, c'est quand même un élément important. Alors, depuis peu, il y a des tests qui sont faits, et puis il y a pas mal d'associations qui se sont mobilisées sur les questions des discriminations, et on remarque qu'elles sont vraiment très importantes. Dans le cadre d'un logement social qui est géré collectivement et démocratiquement, en théorie, il n'y a pas de discrimination selon votre âge, il n'y a pas de discrimination selon le fait que vous soyez noir ou arabe, ou que vous soyez une femme seule, ou que vous soyez au CPS. Dans le logement privé, qu'il soit propriétaire ou dans le marché locatif privé, ce contrôle est extrêmement difficile à mener. On peut aussi se poser la question de où va l'argent. Une question évidemment qu'on évite tous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de locataires dans la salle. Oui, j'imagine qu'il y en a une partie. In fine, quand on paye son loyer, on essaye d'oublier, on met l'argent chez le monsieur. Et cet argent, ensuite, il n'y a pas de contrôle démocratique dessus. Vu le système fiscal au niveau de la propriété, il n'y a pas de contrôle démocratique sur cet argent. Et au niveau de la propriété privée, vous avez acquis votre maison, et c'est très bien, mais vous l'avez acquis souvent à quelqu'un, et vous n'avez pas non plus de contrôle sur ce qui va advenir de cet argent. Finalement, je tiens quand même à rappeler, et c'est un élément important, que le logement social, s'il est bien géré, à terme, il rapporte de l'argent. Et c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Il y a des études extrêmement intéressantes qui ont été menées, surtout en Angleterre, pour le moment, parce que, je ne sais pas, ils doivent avoir des fonds avec des archives incroyables, et ils ont réussi à montrer que des logements bien construits et bien gérés, eh bien, effectivement, on peut rapporter. Je vais passer, c'est pas plus tôt. Alors, ce qui est intéressant avec la propriété privée, évidemment, c'est que c'est rassurant. Individuellement, c'est une réponse qui peut être rassurante, mais c'est souvent une réponse individuelle à des problèmes qui peuvent être collectifs. La question simplement de l'accès au logement. Il y a ce stress de voir les loyers augmenter, de ne pas savoir exactement que faire de cette situation, et en achetant une maison, ça permet de se dire qu'au moins maintenant on sait ce qu'on va payer, et puis à terme ce sera à nous. Ça, c'est assez évident. On entend souvent dire que c'est aussi le moyen de constituer une épargne. Et cette phrase « mais qu'est-ce que tu vas faire pour tes vieux jours, au moins si tu as acquis un appartement ou une maison, tu seras plus à l'aise et plus conforté », c'est vrai. Mais ce que ça remet en question dans une société dans laquelle tout le monde n'est pas propriétaire, et à Bruxelles où on a 60% de locataires, c'est qu'en fait, que va-t-il advenir des gens qui ne sont pas devenus propriétaires et qui vont avoir une toute petite pension? Et je pense que c'est un des éléments dont il faut tenir compte, parce que ne pas revendiquer une pension suffisante pour survivre peut aussi dépendre du fait qu'on considère que c'est aux gens à devenir propriétaires dans leur vie. Ce qui n'est pas toujours possible, évidemment. Et puis finalement, la propriété, elle amène des intérêts qui peuvent être un petit peu compliqués. Notamment, une fois qu'on est propriétaire, on a plutôt intérêt à voir la valeur foncière de son bien augmenter. Les valeurs foncières peuvent augmenter gentiment, comme l'inflation le fait. Ça n'arrive pas. Donc voilà, pour le moment, on est dans une situation où ça augmente plus vite que ça. Et finalement, la propriété privée, elle permet des éléments qu'on voit aujourd'hui se produire à Bruxelles, dans les villes, mais pas que. À la fois des spéculations, des actifs spéculatifs, on achète quelque chose, on le laisse vide en attendant que le prix monte, et puis on s'en occupe pas. Et simplement aussi le vide, pour des raisons X ou Y, qui peuvent être l'impossibilité de trouver à ce moment-ci. Mais de se dire, il vaut mieux que je garde et que je ne rénove pas, parce que je n'ai pas les moyens pour le moment. Et ça fait qu'on a des logements. Et puis finalement, l'accès à la propriété et être propriétaire, c'est aussi quelque chose qu'on fait en pensant à ses enfants, en leur laissant quelque chose plus tard. Et je tiens quand même à rappeler que l'héritage est un des premiers facteurs d'inégalité dans une société. C'est un choix collectif. À Bruxelles, aujourd'hui, il y a 60% de locataires, 40% de propriétaires, 60% de la population qui a accès à 25% du parc locatif privé. Les ménages dont les revenus sont inférieurs à 1 500 €, ce qui représente quand même 47% des ménages locataires, dépensent 60% de leurs revenus pour se loger, ce qui ne laisse pas grand-chose. Et on a jusqu'à 10 ans d'attente sur les listes des logements sociaux.
Et alors, il s'est passé des trucs incroyables ces dernières années, depuis 2005. Donc là, je ne vous ai pas mis en euros constants. Donc la courbe que vous voyez du revenu, elle monte aussi en fonction de l'inflation. Et donc, vous voyez qu'il y a un décrochage tout à fait spectaculaire entre le niveau de revenu et le niveau des prix de vente moyens, et puis entre les niveaux de revenu et le niveau de loyer. Évidemment, c'est une situation qui est assez inquiétante. Et pourtant, ça c'est un truc qu'on s'était amusé à faire en 2001, là où je travaillais avant, à l'UB, à l'IGELAT. Et malheureusement, elle n'a pas pu le refaire parce que, je ne sais pas si vous savez, l'État belge a arrêté le recensement papier. Donc aujourd'hui, on a un recensement, comment on dit, pas électronique, mais administratif. Et donc là, ce qui était super à l'époque, c'est qu'on n'avait plus demandé aux gens combien de chambres il y a dans votre maison. Et ensuite, on s'était amusé à regarder, c'est un terme un peu pas très adapté. On avait donc regardé quel était le taux de suroccupation et le taux de sous-occupation aux normes du logement social. Et alors, on avait aussi calculé qu'en fait, on ne manquait pas de chambres à Bruxelles. Elles étaient juste mal réparties. Ça, en théorie, c'est dommage. Mais ensuite, c'est quand même un signe qu'il y a des petits éléments qui pourraient être améliorés. Et ce qu'on a à Bruxelles, c'est surtout une crise du logement abordable. Est-ce que favoriser l'accès à la propriété, ça permet de résoudre cette question? A priori, non. Et je vais passer à la sélection. L'accès à la propriété, il se fait de différentes façons. L'aide à l'accès à la propriété, il se fait de différentes façons. Ici, je vous parle juste de l'aide à l'acquisition, parce qu'ensuite, il y a aussi l'aide à la rénovation. Essentiellement, ça va être ces deux enveloppes-là. Et les aides à l'acquisition, elles peuvent prendre différentes formes. Jusqu'en 2015, avant la régionalisation, la forme massive, c'était ce qu'on appelait le bonus logement. Vous savez, c'est le fait que vous êtes propriétaire et à la fin de l'année, 2 ans après avoir acheté votre bien, vous commencez à recevoir des déductions fiscales et vous retouchez des impôts. Eh bien, en 2015, des chercheurs de Saint-Louis avaient identifié que 50% de l'enveloppe totale bénéficiait aux 20 derniers pourcents les plus riches de la population. Et que seuls 15% de l'enveloppe bénéficiait à des ménages qui appartenaient aux 50% les moins aisés. Donc, ce type d'aide à la propriété, alors il faudrait, maintenant le bonus logement a été régionalisé, ce serait vraiment intéressant que quelqu'un actualise cette étude. Peut-être que d'ici 1 an ou 2, ça permettra d'avoir vraiment une belle vue sur la situation. Mais même si le nouveau mode d'aide de la région de Bruxelles-Capitale, qui est une déduction directe sur les droits d'enregistrement, donc c'est l'énorme avantage, c'est que vous ne devez pas attendre 2 ans pour bénéficier de cette aide, elle vous aide directement. Mais un des éléments, c'est que des chercheurs français ont montré que, en fait, ces aides à l'acquisition, elles ont été prises en compte dans les prix du marché à un moment donné. Ce sont des fausses aides, dans la mesure où, en fait, ça a artificiellement tiré toutes les valeurs foncières vers le haut. Et donc, on a l'impression qu'on reçoit une aide, mais fondamentalement, c'est aussi peut-être que les prix du marché sont trop élevés. Et puis, il y a un élément quand même à tenir en compte, c'est qu'il y a des gens qui ne pourront jamais bénéficier d'une aide à l'accès à la propriété, parce qu'ils sont simplement trop pauvres pour pouvoir attendre de voir ce qui va se passer demain. Et que donc, pour contracter un prêt, c'est un risque qui peut être vraiment plus important encore que d'être mal logé dans du logement locatif privé actuellement. Ils n'auront pas nécessairement de prêt, même de prêt du fonds du logement. Que ce soit parce que le risque est trop grand vis-à-vis d'eux ou parce qu'on a trop peur de leur prêter et aussi peut-être pour eux-mêmes. Et puis, il y a aussi les vieux. Mais les vieux, on ne leur prête pas pour devenir propriétaire. Et même, j'ai envie de dire, si on leur prêtait pour devenir propriétaire, combien de temps ça bénéficierait à quelqu'un de vivant avant de repartir en fait sur le marché privé, sur l'héritage, etc. Ça pose des questions de choix politiques. Et puis, on a tout le cas des propriétaires pauvres. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien à Bruxelles. Il y a d'ailleurs énormément d'associations qui travaillent là-dessus, notamment la Maison Olivier à Lyon, qui fait un travail remarquable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué aussi, parce qu'une fois qu'on a sa maison, on a vraiment envie d'y rester. Et pour ça, on est prêt à faire des concessions immenses sur son bien-être. J'ai presque fini, je le jure. Et finalement, sur Bruxelles, la question de l'aide à l'acquisition, elle a aussi un volet spatial. Évidemment, ça c'est mon dada de géographe, donc je le dis. Cette idée qu'il faudrait surtout aider à devenir propriétaire, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut lier avec cette envie de la région de Bruxelles-Capitale de conserver et d'attirer des classes moyennes. Et les classes moyennes, c'est très ancré
culturellement en elle qu'il faut devenir propriétaire. Et donc, peut-être qu'en partie, on crée aussi du logement ou qu'on aide à l'acquisition parce que les classes moyennes veulent devenir propriétaires. Et ça pose une question, de nouveau, de la destination d'une enveloppe budgétaire dans un contexte où, effectivement, on diminue de plus en plus l'investissement du public, de savoir à qui doit profiter une partie de cette enveloppe. Est-ce que c'est aux plus demandeurs, à ceux qui ont le moins de moyens, ou est-ce que c'est normal de considérer qu'une part importante des aides au logement aille plutôt vis-à-vis des classes moyennes? Donc, sur 2010-2014, je pense que le total des aides au niveau du logement était à 329 millions d'euros sur ces 4 ans. À peu près 50% étaient destinés au logement social et les 58% étaient destinés à des aides à l'acquisition et à la rénovation. Et ça pose la question, oui, et je l'ai pas dit, mais ça pose aussi la question du foncier public. C'est-à-dire qu'on a du foncier public encore en notre possession. On a qui? On est aussi occupé à acquérir du foncier public. Et si ce foncier est acquis publiquement et puis transféré à la propriété, on n'a plus de contrôle dessus. On n'a plus de contrôle sur la valeur de ce foncier et son augmentation, dérégulée et déliée des revenus. Et alors, spatialement, voilà. Et alors, spatialement, effectivement, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits et d'aides à l'acquisition ou à la rénovation. Ici, vous avez la zone des RLR, c'est un espace dans lequel les aides à la rénovation sont plus importantes qu'ailleurs, qui sont faits en fait dans les quartiers centraux populaires. Et se posent évidemment à ce moment-là des questions complexes, mais liées notamment avec des risques ou des cas de gentrification. Alors sur la dernière carte que vous avez ici, qui va longtemps d'être un peu, parce qu'on n'a pas pu actualiser ces données, vous avez une comparaison entre le revenu des acquéreurs SDRD et le revenu moyen du secteur statistique dans lequel se trouvent ces logements. Et on peut voir que dans une partie, dans la seconde couronne, on voit que effectivement les personnes qui sont occupées à acquérir du logement ont un revenu qui est inférieur, donc c'est les cercles bleus, au revenu moyen du secteur statistique. Par contre, dans les quartiers populaires centraux, c'est l'inverse. Avant toute chose, je vais présenter là où je travaille, ça s'appelle le Community Land Trust de Bruxelles. Et on a un petit film vidéo qui présente en 2 minutes ce qu'on fait. Thomas, voilà. En 3 minutes 36. Le Community Land Trust bruxellois, une terre partagée pour un habitat responsable. À Bruxelles, les familles avec peu de revenus qui veulent se loger découvrent rapidement 2 réalités. Un déficit important de logements sociaux et un doublement des prix du logement entre 2000 et 2010. Il reste alors pour ces familles 2 possibilités. Vivre dans un petit logement insalubre et cher, ou quitter Bruxelles. Comment répondre à cette crise du logement et comment éviter que les prix continuent à monter? Plusieurs associations bruxelloises ont réfléchi à cette question et ont découvert aux États-Unis un système qui pourrait donner une réponse, les Community Land Trust. Le principe de base des CLT est que le sol doit être utilisé pour répondre aux besoins des habitants et non pas comme un bien spéculatif. Un CLT est une association sans but lucratif qui acquiert, possède et gère des terrains et des bâtiments pour les rendre accessibles aux revenus les plus bas. Le principe du CLT est l'acquisition mixte. Le CLT acquiert des terrains grâce à des subsides, il reste propriétaire du terrain et il vend les logements construits sur ce terrain à des particuliers. Comme la valeur du sol n'est plus prise en compte dans la valeur du bâtiment, le logement est alors moins cher. Pour garantir que ce logement reste accessible pour les bas revenus, un propriétaire CLT qui veut vendre son logement doit le faire à un prix plafonné. Il pourra récupérer tout ce qu'il a investi et une partie de la plus-value. Tout le monde gagne à ce système. Le premier propriétaire a la possibilité de vivre tranquillement dans sa maison, de construire un petit capital et ses enfants peuvent hériter de la maison. En cas de revente, ce logement reste accessible pour d'autres familles sans qu'un nouveau subside soit nécessaire. Ce mécanisme permet d'éviter la spéculation immobilière et rendre accessibles les logements pour des faibles revenus, génération après génération. Selon ces mêmes principes, le CLT peut aussi développer des commerces de proximité, des entreprises d'économie sociale, des espaces culturels et communautaires. Toutes ces activités permettent de créer de l'emploi pour les habitants du quartier. Le CLT est une association de membres. Tous les propriétaires sont automatiquement membres et d'autres personnes intéressées peuvent le devenir. Il y a 3 types de membres et tous sont représentés dans le conseil d'administration. Les ménages qui sont propriétaires d'un logement, les riverains et la société civile, et les représentants des pouvoirs publics.
Chaque groupe dispose d'un tiers du pouvoir de décision. Dans le CLT de Bruxelles, les familles qui veulent acheter un logement participent déjà bien avant qu'ils soient propriétaires. Ils deviennent membres du CLT, ils épargnent, ils définissent le projet architectural de leur futur logement, tout ça collectivement avec les autres futurs propriétaires. Le CLT est un modèle de responsabilité sociale partagée. Il s'engage à gérer la terre comme un bien commun, à ne jamais la restituer aux logiques du marché et garantir perpétuellement son usage social. Il permet à des ménages pauvres de devenir propriétaires de leur logement et de s'impliquer dans un projet participatif, solidaire et convivial. Le CLT Bruxelles partage tous ces principes. Depuis 2013, il est reconnu par la région bruxelloise et reçoit des subsides qui lui permettent de développer des projets partout dans la ville, ensemble avec les futurs habitants et les associations partenaires. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pensais plutôt tempérer un peu l'enthousiasme sur la question est-ce que le logement est une mission, l'accès à la propriété est une mission de service public, pour dire c'est un outil comme d'autres. Maintenant que j'ai entendu que c'est contesté, j'ai envie de prendre le curseur le plus à droite possible et dire que bien sûr que l'accès à la propriété est une mission de service public, bien sûr que c'est pas pour ça qu'il faut donner des aides à tous les gens qui veulent devenir propriétaires, on partage tout à fait l'avis de l'Interenvironnement, mais tout comme l'accès au crédit est une mission de service public, l'accès à l'entreprise est une mission de service public, et il ne faut pas viser les gens qui ont déjà accès au crédit naturellement, on pense vraiment que l'accès à la propriété, c'est une mission de service public. C'est un outil, en tout cas, dans la volonté publique de réaliser le droit au logement, qui est un droit constitutionnel en Belgique. Alors, c'est certainement pas l'unique outil, c'est sans doute pas le meilleur outil, mais c'est un outil qui est complémentaire aux autres outils existants. L'accès à la propriété offre toute une série d'effets positifs, à la fois pour la collectivité, en termes de cohésion sociale, en termes effectivement d'enjeux liés à la pension, où aujourd'hui l'État doit se poser des questions, parce qu'on voit que les questions de pension sont de plus en plus détricotées, alors que le coût du loyer et le coût de la location est de plus en plus important. Et donc si on se projette dans l'avenir, c'est effectivement un enjeu collectif qu'il faut pouvoir résoudre. Et l'accès à la propriété peut être une des manières avec lesquelles l'État envisage de résoudre ces enjeux-là. Et donc on pense vraiment que aider les ménages les plus précarisés à avoir accès à la propriété, ça doit faire partie des missions de service public que remplit l'État, la région, les collectivités. Parmi les effets positifs, mais en fait, là maintenant je vais être assez redondant avec ce qui a déjà été dit, on pense que le fait d'offrir l'accès à la propriété est utile à la fois pour les collectivités, mais c'est aussi évidemment avant tout utile pour les ménages qui souhaitent en bénéficier, ce qui n'est pas le cas de tous les ménages. Certains cherchent beaucoup plus des contrats de location que de devenir propriétaire, mais pour certains ménages, ça peut répondre vraiment à leurs enjeux, à la fois en termes de sécurité résidentielle, puisqu'on parle d'un public à bas revenu. Quand on parle du comité de Bruxelles, c'est les ménages qui ont une condition d'accès au logement social en région bruxelloise. Ça représente une grande masse de ménages, près de 40% des Bruxellois, mais c'est des ménages fragilisés qui ont connu souvent un parcours résidentiel relativement difficile. Et donc c'est très important pour eux de pouvoir se projeter sur le long terme dans un logement. Le logement social locatif peut éventuellement le permettre, le logement social acquisitif peut certainement également le permettre. Donc la sécurité résidentielle, c'est un des premiers motifs pour lesquels les gens s'inscrivent au Community Land Trust, c'est pour devenir occupant d'un logement sur le très long terme et ne plus risquer d'être mis à la porte par un propriétaire. L'autre enjeu qui est très important pour les ménages et qui effectivement peut poser des questions au niveau collectif mais qui est fondamental individuellement, c'est la constitution d'un patrimoine. Comme on le sait tous, comme on l'imagine tous, payer un loyer, entre guillemets, c'est un peu s'appauvrir tous les mois. Et c'est s'appauvrir de manière très importante, puisque pour de très nombreux ménages, aujourd'hui, payer un loyer, ça correspond à 50-60% de leur revenu. Le fait de pouvoir être propriétaire à un prix qui correspond aux moyens de chacun, ce qui est l'enjeu du CLT, que chacun consacre 30% de ses revenus au remboursement de son crédit hypothécaire, c'est ce qui permet aux ménages de à la fois avoir une vie décente pendant qu'ils remboursent leur crédit, et puis ensuite, à terme, de se constituer un petit patrimoine, ce qu'ils peuvent utiliser soit lorsqu'ils retrouvent un logement CLT pour acquérir sur le marché classique, soit éventuellement qu'ils peuvent transmettre à leurs proches ou qu'ils peuvent conserver pour leur pension. C'est aussi évidemment une transmission de valeurs et
d'un patrimoine culturel, le fait de pouvoir se dire, lorsque je décède, mes enfants pourront continuer à occuper le logement où ils ont grandi. C'est très important pour les parents, et le public qui vient chez nous. Très souvent, ce qui les inquiète le plus, c'est s'il leur arrive quelque chose, qu'est-ce que leurs enfants auront, est-ce qu'ils devront quitter leur logement. Et le fait de pouvoir transmettre l'endroit où les gens ont grandi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Enfin, au niveau des quartiers ou de la qualité de vie pour la ville, le fait que des gens soient propriétaires induit généralement une grande implication dans le quartier. Les gens qui sont propriétaires dans le quartier ont envie de s'y impliquer, de participer à la vie du quartier, d'encourager le développement d'équipements de quartier. Et ça, on le constate vraiment sur le terrain. Les expériences de logement acquisitif pour des ménages à bas revenus montrent toutes que ces ménages-là vont ensuite beaucoup s'impliquer dans le quartier. Et enfin, en termes de qualité du bâti aussi, ce sont des gens qui vont prendre soin de leur logement, qui vont avoir envie de le conserver. Et donc, en général, si tout est bien encadré, ça permet d'avoir une qualité de bâti qui est raisonnable. Mais évidemment, donc je pense que c'est vraiment un outil indispensable, je pense que ça a beaucoup d'effets positifs, mais évidemment, il faut savoir à quoi on utilise cet outil. Et là, je rejoins tout à fait les critiques qu'a pu faire Sarah Benat sur certaines politiques aujourd'hui de la région bruxelloise ou de l'État belge en matière d'aide à l'accès au logement et à la propriété. Très longtemps, les politiques publiques se sont concentrées sur un public spécifique qui n'est pas forcément le public qui a le plus grand besoin. Alors, il y a des besoins pour la classe moyenne et c'est légitime que la région bruxelloise ou l'État belge en tiennent compte, mais en tout cas en termes de mission de service public de l'accès à la propriété, pour nous, le plus important, c'est d'aider les ménages les plus précarisés, donc concrètement les ménages dans les conditions d'accès au logement social. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on partage vraiment à la fois les critiques sur éventuellement les bonus logements, sur les aides qui ont pu être accordées aux propriétaires, mais par ailleurs, on répond, je crois, à toutes les critiques légitimes qui ont été émises par Sarah, dans le sens où le modèle du CLT, il a pour but déjà de maintenir le foncier, puisque un des principes de base du CLT, c'est que le foncier est géré par une fondation d'utilité publique. Donc le foncier va toujours rester propriété, si pas des pouvoirs publics, dans le modèle CLT, d'un organisme d'intérêt public à utilité publique, et qui a pour vocation de maintenir ce foncier accessible à mutation immobilière après mutation immobilière. Le CLT vise aussi évidemment les ménages les plus précarisés, et donc ça effectivement c'est un enjeu important dans la politique d'aide à l'accès à la propriété. Et enfin, notre autre particularité, c'est qu'on limite la plus-value, c'est-à-dire qu'un ménage qui achète un logement sur un terrain appartenant au CLT ne pourra pas ensuite le revendre au prix du marché. Il sera toujours obligé de garder un prix abordable pour la revente de son logement. Donc très concrètement, un ménage qui achète un logement à un temps T pour par exemple 100 000 €, le jour où il va le revendre, il pourra récupérer uniquement son investissement de départ, 100 000 €, plus une petite fraction de la plus-value, 25% de la plus-value. Cela garantit qu'à terme, le logement reste abordable pour l'acheteur suivant et que lorsqu'il y aura une nouvelle revente, le logement restera également abordable pour les acquéreurs génération après génération. Enfin, c'est important aussi de se questionner sur l'héritage, puisqu'effectivement, il y a toute une série d'enjeux liés à l'héritage. Pour nous, le plus important, c'est de dire qu'un logement social qui est vendu à un ménage, l'objectif n'est pas d'assurer une rente à vie à tous ses héritiers, et donc, en cas d'héritage, les héritiers ne peuvent occuper le bien de manière longue et durable que s'ils sont dans les conditions d'accès au logement social. Si ce n'est pas le cas, à terme, il y a une facilité pour le CLT de racheter le logement et de le remettre à disposition du public civil. Ça sont toutes des questions qui sont vraiment importantes pour nous. Donc je crois que le seul point où on ne répond pas vraiment aux préoccupations qu'a évoquées Sarah, c'est toucher les personnes âgées, où effectivement, pour nous aujourd'hui, toucher les personnes âgées à travers un mécanisme d'aide à la propriété, c'est difficile, puisqu'en fait, le plus difficile pour eux, c'est d'avoir accès au crédit, et sur ça, les organismes de crédit, souvent, sont assez sensibles à l'âge de la personne. Cela étant, c'est, je crois, aussi un peu un faux débat, c'est ce qu'on appelle chez nous le débat du pommier, c'est-à-dire, quel est le meilleur moment pour planter un pommier? Sans doute que c'était il y a 100 ans. Maintenant, vu que ça n'a pas été fait il y a 100 ans, quel est le meilleur moment pour planter un pommier? C'est probablement aujourd'hui ou demain. Oui, les vieux d'aujourd'hui, peut-être que le mécanisme du CLT ne permet pas de les toucher. Mais si on veut pouvoir toucher ceux qui seront vieux demain, ceux qui seront vieux après-demain, ceux qui seront vieux après-après-demain, il faut agir dès aujourd'hui. Et si on se projette 30 ou 40 ans en arrière, si le CLT avait existé il y a 40 ans, par exemple en région bruxelloise, aujourd'hui la région aurait un stock de X centaines, X milliers de logements qui pourraient se vendre à un prix qui est dérisoire. Si vous pensez au prix d'une maison dans les années 80 et que vous vous dites que les ménages à l'époque auraient payé seulement une fraction de ce prix puisqu'on avait une aide liée au CLT
et qu'ensuite il y a une fraction de la plus-value uniquement qui est transmissible, on aurait un stock de logements de bonne qualité qui donnerait autour de 70, 80, 100 000 euros maximum. Et donc je pense que c'est vraiment important de se dire, oui, l'accès à la propriété ne résout pas tout, cela étant, ça fait partie d'une mission de service public pour le droit au logement, de permettre l'accès à la propriété, et il est vraiment temps qu'en région bruxelloise, on développe autant que possible ce mécanisme du CLT. Alors, on a une série d'exigences, évidemment, pour ne pas que l'accès à la propriété soit un piège, ni soit une erreur. Tout d'abord, il faut absolument produire de la qualité. Comment est-ce qu'on fait ça? Nous, on essaye de faire des logements les plus adaptés aux besoins de nos futurs propriétaires. On essaye de les impliquer dès le départ dans la conception de leur futur logement. Parce que si le logement n'est pas de qualité, le propriétaire, c'est un peu un faux cadeau. Et alors ensuite, notre autre exigence, c'est d'assurer un soutien aux propriétaires, aux futurs propriétaires, pour qu'ils puissent gérer au mieux leur copropriété. On voit beaucoup des copropriétaires de ménages à bas revenus qui sont aujourd'hui délabrés, mal entretenus. Souvent, c'était des autres copeurs qui ont acheté ce logement mais qui n'ont pas pu investir dans l'entretien. C'est indispensable d'assurer un accompagnement. Et pour ça, le CLT bénéficie aujourd'hui, heureusement, du soutien de toute une série d'associations du réseau bruxellois qui encadrent et aident les propriétaires à se comporter en bons copropriétaires, à créer une épargne et, du coup, à gérer au mieux leur futur logement. Et enfin, notre exigence, c'est la durabilité. Si jamais la région de Bruxelles décide d'investir dans du logement pour permettre à des propriétaires d'avoir un logement abordable, il faut absolument s'assurer que ces logements restent abordables sur le long terme. Et donc notre credo, c'est de dire, c'est important de soutenir l'accès à la propriété, mais uniquement si on s'assure que chaque euro investi soit uniquement investi dans les logements qui resteront abordables pour toujours. Ça, c'est vraiment notre priorité. Et voilà, j'en resterai là, je crois que j'ai... On vous a présenté des choix politiques, des choix sociétaux qui sont fondamentaux. Il est clair que dans une société avec une égalité de revenus, une répartition géographique, spatiale égale des revenus, un égal accès à toute une série de services et de biens, pas d'inégalité au départ, pas de transmission, pas de droit de succession, mais une fiscalité égalitaire sur ceux qui travaillent et ceux qui possèdent, effectivement, l'aide à la propriété peut être un problème. Dans une société de marché, je vous annonce, au cas où vous n'en étiez pas conscient, que c'est la société dans laquelle on vit. Je pense qu'avoir un service public qui aide à l'accès à la propriété, c'est quelque chose qui est positif pour les personnes qui sont concernées. Si on change totalement de paradigme, on peut voir les choses différemment. Mais dans le paradigme dans lequel on est, qu'on le remette en cause de manière révolutionnaire ou réformiste, on voit les choses différemment. Et aujourd'hui, je pense qu'il est bien qu'il y ait des organismes publics payés avec l'argent du contribuable, qui aident les personnes à ne pas se retrouver dans la situation que vous avez décrite, Thierry, qui est celle du locataire, finalement, qui paye beaucoup plus cher que celui qui a les moyens. Donc, fondamentalement, c'est comme ça que je pense qu'on peut résoudre éventuellement la contradiction de départ qu'il pourrait y avoir entre les personnes qui sont assises à cette table. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant à Bruxelles? Pour plein de raisons. Et elles ont déjà été évoquées, donc je ne vais pas trop insister sur celles qui ont été évoquées. On vous a parlé effectivement d'un pilier complémentaire des pensions, il faut aussi bien que les pensions par répartition soient la règle. Dans le système actuel, c'est vrai que ça peut être un complément de pension, et pas seulement pour des gens avec des très bons revenus. C'est vrai aussi pour des raisons sociologiques, et l'implication des personnes qui sont propriétaires de leurs biens dans les quartiers, nous on le voit très bien, à City-Dev, c'est très très différent que quand vous avez une population exclusivement locataire, voire des concentrations de locataires sociaux, ça aussi, ça pose des problèmes. Il est vrai qu'il y a des pays qui ont des politiques de logements sociaux beaucoup plus développées que la Belgique ou que Bruxelles en particulier, mais il y a aussi d'autres types de soucis qui peuvent se poser dans les grands ensembles de logements sociaux. Et puis il y a du point de vue architectural. Moi je pense que le fait d'avoir un service public qui fait de l'aide à l'acquisition de la propriété, mais qui construit, c'est pas simplement effectivement de l'aide au marché privé en aidant les personnes à devenir propriétaires et donc en enrichissant les promoteurs, les propriétaires, etc. Mais en concevant les projets, ça permet de faire des projets qui ont une véritable qualité, qui répondent aux demandes, aux besoins de la population. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est important chez nous à cette idée, c'est qu'on essaye de concevoir un type d'habitation qui soit positif pour l'ensemble de la ville. Dans les autres questions, les questions fiscales, il y a celle de la péréquation fiscale. Vous avez parlé d'inégalité géographique et spatio-géographique. J'imagine qu'on ne va pas me contredire de ce point de vue-là, mais à l'échelle de Bruxelles et de la banlieue bruxelloise, et donc du Brabant wallon et du Brabant flamand, les inégalités sont énormes. Et donc le fait que la région bruxelloise essaye de maintenir, plutôt que d'attirer, à être modeste,
de maintenir une partie de sa classe moyenne, de sa classe active sur son territoire, ça permet évidemment une répartition des moyens, des richesses, des services, du financement des services, de manière beaucoup plus équitable que ce que l'on a aujourd'hui, où vous avez des personnes qui habitent loin et payent proportionnellement moins cher pour leur très beau logement, et des personnes qui payent proportionnellement beaucoup plus cher pour leur moindre logement, mais par ailleurs, ce qu'on subventionne, c'est les déplacements. On vous l'a dit, les déplacements en train, les déplacements, les routes qui sont gratuites. Voilà. Donc aujourd'hui, économiquement, si vous avez les moyens, vous allez acheter des mètres carrés pas chers loin et bénéficier de la solidarité publique pour vos déplacements. Et quand vous êtes à l'intérieur de la ville, vous êtes captif, vous payez très cher le mètre carré, vous payez la mobilité des autres et vous subissez les conséquences de la congestion. Ça, ce n'est pas le modèle de ville que l'on veut pour Bruxelles, et donc le fait de maintenir des logements de qualité et un certain type de population dans la ville, c'est un des objectifs de CityDay. Alors, on va passer au slide suivant. Allez, c'est les petites animations, on est très... Encore. Voilà, donc c'est l'évolution. Donc on était la Société de développement régional bruxelloise, on est aujourd'hui CityDay Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le slide suivant explique encore mieux. C'est vrai qu'au départ, CityDay, la SDRB, en fait, c'est des terrains économiques. En 1974, avant même la région bruxelloise, la SDRB, on lui demande de favoriser l'implantation d'entreprises dans la ville et de faire de la maîtrise foncière. Coup de chance, préséance intéressante de mes prédécesseurs, ils ont conservé ce patrimoine et aujourd'hui c'est 200 hectares de terrain qui sont réservés à des entreprises qui, sinon, se feraient bouffer par la spéculation foncière parce que les entreprises, c'est pas ce qui rapporte le plus. Je ne vous parle pas des bureaux ici, moi je vous parle des activités productives qu'on a dans les zones. Mais dans les années 80, enfin plutôt à la fin des années 80, début des années 90, on confie une deuxième mission aussi à la SDRB, c'est celle de la rénovation urbaine. À l'époque, on conçoit rénovation urbaine comme essentiellement rénovation urbaine par le logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but politique de la SDRB dans son action de rénovation urbaine, c'est pas de construire des logements, c'est de rénover les quartiers. Et on parlera, par là, parce que dans les 15 minutes, j'aurai pas le temps, mais il y a des bonnes positions bien polémiques sur la gentrification et ce qu'on entend par ça, mais effectivement, le but, c'est de retaper les quartiers en amenant une population qui sinon n'irait pas. Je signale que un des bienfaits de l'introduction publique de logement moyen, c'est que le marché, lui, ne les fait pas. Il ne les fait plus. En Belgique, à Bruxelles, on n'a pas eu une énorme crise du logement comme on en a eu dans d'autres pays voisins après la guerre, parce qu'il y a des sociétés privées qui ont, avec un modèle économique pas stable, construit des logements moyens. Elles ont fait des faillites retentissantes, c'est Etrimo et Amelix, et elles ont construit des immeubles que vous connaissez, et on va dire qu'ils répondent forcément à nos standards de qualité environnementale, durable, sociétale, en tout cas certainement pas ceux que nous on voudrait construire aujourd'hui avec nos logements. Mais après la faillite de ces sociétés, plus personne n'a construit ce type de logement. Vous avez des investissements dans le bureau, vous avez des investissements dans le logement de luxe, vous n'avez plus d'investissements dans le logement moyen à Bruxelles. Donc le fait que nous ayons produit pendant toutes ces années environ 4000 logements à Bruxelles, ça permet au moins la création d'un logement abordable, de qualité, subventionné, qui effectivement après devient un logement privé, après une période de 10 ans, à l'époque de 20 ans aujourd'hui, mais ces logements n'auraient pas été produits du tout par le marché. Et aujourd'hui on fait des projets mixtes, et c'est un petit peu cette idée dans l'introduction dont vous avez dit, c'était qu'on essaye aujourd'hui de construire une ville où les différentes fonctions s'accommodent les unes des autres. La fonction économique et la fonction résidentielle d'abord, mais pas seulement. Les équipements complémentaires, si vous construisez des logements, si vous prévoyez des espaces de travail, c'est bien qu'il y ait des écoles, c'est bien qu'il y ait des crèches, c'est bien qu'il y ait des espaces de détente, c'est bien qu'il y ait des espaces verts, de sport, de culture, etc. Tout ça, c'est ce qui fait une ville, et c'est ce qui fait que les gens vont peut-être un jour décider de revenir habiter en ville, plutôt que d'habiter dans une périphérie, et de passer beaucoup de temps, soit dans les transports en commun, soit dans les transports individuels, mais en perdant le temps. Parce qu'effectivement, à pouvoir aller conduire ses enfants à l'école à pied, aller à son travail à une distance pédestre, récupérer du temps plutôt que de l'espace, de la qualité, un mode de vie plus collectif, partager son jardin, son potager, partager sa buanderie avec ses voisins, finalement ça peut être non seulement économique, mais ça peut aussi être agréable et un facteur de cohésion sociale. C'est donc ça la ville qu'on essaye de construire pour demain. Alors, pour passer au slide suivant, je voudrais, nos axes de travail, quand on conçoit nos projets aujourd'hui, c'est cette mixité fonctionnelle dont je vous ai parlé, donc avoir plusieurs fonctions au sein d'un même quartier. Je peux venir ici à Albrecht, c'est un terrain de jeu sans parler, mais c'est un terrain de travail, d'expérimentation tout à fait passionnant. Je parle d'expérimentation aussi parce que je pense qu'on a pour mission d'essayer des nouvelles formules, et notamment on travaille avec le Community Land Trust qui ne correspond pas aujourd'hui
à la façon dont les gens conçoivent la manière d'habiter, conçoivent la propriété. Cette idée effectivement qu'on va y habiter toute sa vie, qu'on va transmettre à ses enfants est quand même assez bien ancrée dans une culture. Ça veut dire qu'on va la faire évoluer. Et donc on doit expérimenter les choses. L'idée d'avoir des aménités partagées, c'est quelque chose que l'on doit expérimenter. Plutôt que d'avoir un petit jardin de ville muré, on est tout seul dedans, on ne va jamais dedans parce qu'il pleut, et puis ça coûte de l'argent de l'entretenir. Le fait d'avoir un jardin commun et de pouvoir bénéficier des conseils d'un voisin pour faire du jardinage, le fait de pouvoir avoir les enfants qui sont avec les enfants du voisin, etc. Ça ne doit pas être qu'un choix économique, ça peut aussi être un choix de société véritablement positif, qu'on soit dans la périphérie cloise ou qu'on soit à mobilité. La mixité sociale, les projets que l'on fait, de plus en plus, on les fait en collaboration avec d'autres organismes. Et donc, notre grand projet actuel qui est Tivoli, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est 400 logements, c'est 2 tiers de logements moyens, 1 tiers de logements sociaux. Et puis on a Citygate, à Anderlecht, où on va faire l'inverse, 1 tiers de logements moyens, 2 tiers de logements sociaux. À Compas, ici à Anderlecht, en quartier d'Art, 60 logements moyens, 60 logements sociaux. Donc vous voyez, selon les hypothèses, on essaye ensemble de construire des projets où les deux vont se mixer dès le départ. Et on ne va pas avoir des quartiers de logements moyens, des quartiers de logements sociaux. Et à l'intérieur même de ces quartiers, on fait en sorte que les immeubles soient mixtes et que les aménités soient mixtes. Je vous ai parlé de buanderies communes tout à l'heure. À Tivoli, vous allez avoir des buanderies gratuites parce qu'elles seront alimentées par l'eau de pluie et traitées à la et l'électricité des panneaux photovoltaïques. Et donc ce sera gratuit. C'est-à-dire que les gens qui vont habiter dans les logements, ils n'auront pas besoin d'espace à consacrer à ça, ils n'auront pas besoin d'acheter des machines, ni de les entretenir, ni de les renouveler, ils n'auront pas d'énergie à payer pour cela, et en plus, si ça se trouve, ils vont rencontrer leurs voisins qui habitent dans les logements sociaux d'à côté et qui vont les utiliser aussi. Donc c'est le type de bénéfice qu'on essaye de faire de ce genre d'expérience. J'avance un petit peu, on va aller sur le slide suivant, sinon je ne vais pas y arriver. Important, les conditions d'accès. Donc, effectivement, tout le monde ne peut pas acheter chez nous. Il y a des conditions d'accès plafonnées, vous devez avoir des revenus plafonnés. Ça va en fait assez haut quand on regarde la manière dont c'est calculé, puisque moi j'ai calculé qu'un ménage pouvait gagner jusqu'à 90 000 € brut par an. Donc ça concerne évidemment une large majorité de la population bruxelloise, mais c'est selon une répartition des revenus qui est extrêmement peu réaliste entre les habitants, et donc ça n'arrive jamais, puisque la moyenne des revenus chez Cipidel depuis 1991, elle a tendance à ne pas progresser, même à diminuer ces dernières années, et on tourne autour de 25-30 000 €. Donc dans les faits, ce n'est pas ces gens-là qu'on touche, on ne peut pas être propriétaire, ça joue sans doute aussi. Dans ces catégories de revenus-là, vous avez souvent des gens qui sont déjà propriétaires et donc qui ne peuvent pas avoir accès à nos logements. Mais donc effectivement, une large partie de la population, et donc en ce compris les classes moyennes, sont concernées. Évidemment, cause anti-spéculative, on ne peut pas revendre ni louer ses biens comme on veut. En fait, normalement, on ne peut pas, tout court. En nouvelle arrêté, pendant 5 ans, quand vous achetez chez nous, vous pouvez y habiter. C'est cette volonté que l'on a que les propriétaires qui viennent chez nous s'impliquent dans le quartier et donc participent par leur présence et par leur investissement financier à la construction d'un nouveau quartier. Investissement financier, puisqu'ils vont payer 2 tiers de la valeur du coût de revient du logement. Donc si un logement a coûté 200 000 €, ils vont en payer environ 120 130 000 €. Ça, c'est ce qu'il a coûté, pas ce qu'il vaut. Parce qu'il va parfois coûter la même chose dans un quartier huppé, dans un quartier difficile, selon que l'on avait la maîtrise du foncier ou pas. Parfois, ça va même coûter plus cher. Je crois que le logement qui nous a coûté plus cher, c'est celui qu'on a construit place des Étangs Noirs, parce qu'il était dans un angle très difficile au-dessus du métro, donc il y avait des surcoûts de production. Jamais le privé n'aurait pu construire quelque chose là. Donc c'est impossible d'imaginer un projet économiquement viable de construction de logements à cet endroit-là de la ville, parce que la place des Étangs Noirs, sur le plan immobilier, ça ne vaut pas grand-chose. Pourtant, nous, en fait, on a mis le plus de subsides dans ce logement-là. Alors que par ailleurs, par le biais de charges urbanisme, il nous arrive d'hériter de logements déjà faits, ça va être le cas à Hull, sur le plateau Engelen, ils ne vont pas nous coûter cher, ils vont nous coûter moins cher. Mais évidemment, ces logements, à terme, ils vont valoir plus. Pendant 20 ans, de toute manière, vous ne faites pas ce que vous voulez avec ce logement, vous êtes obligé soit de l'habiter, soit si vous avez certaines circonstances, on peut vous autoriser à le mettre en location ou à le revendre, auquel cas on aura un droit de préemption, on va tenter de le racheter en premier, pour pouvoir le remettre dans un système d'accès aidé à la propriété. Vous pourrez le vendre à 4 personnes qui sont dans les mêmes conditions de revenus que celles auxquelles on les vend dès le départ. Et par ailleurs, on va plafonner les prix, soit de location, soit de revente, et en gros, il n'y aura pas de plus-value du tout, c'est uniquement le prix avec un index. Alors, quelques slides pour vous montrer où est-ce qu'on intervient dans la ville.
Voilà, ben, vous voyez, hein, on est effectivement le long de l'axe du canal. C'est déjà l'ordonnance qui nous veut, puisque notre mission, c'était d'intervenir en priorité dans les zones où cette production de logement ne se faisait pas. Mais on va commencer à en sortir, et on va en sortir de plus en plus avec un plan qu'on a appelé le plan seconde couronne. Pour répondre un peu à l'interpellation qui est faite, on a décidé que quand on interviendrait en seconde couronne, on allait probablement dissocier la propriété du sol et la propriété numérique, mais on le fait par expérimentation, comme on le fait déjà à Tivoli sur 2 expériences pilotes, une avec vous, une avec un habitat groupé, pour éviter effectivement de perdre ce foncier qui pour le coup vaut extrêmement cher et qu'il serait quand même un petit peu illogique de privatiser à terme, fût-ce au bout de 20 ans. Je ne crois pas que quand on acquiert pour 20 ans, on a véritablement un projet de spéculation, mais enfin, c'est quand même pas le but. Le but, c'est de conserver cette propriété, qu'aujourd'hui à Bruxelles, malheureusement, on n'a pas beaucoup. C'est un des problèmes de la Belgique. On a peu de propriétés foncières. Nous, on a 200 hectares de terrain économique, et on est privilégié pour ça. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui manque par rapport à des pays comme la France, où on voit les aménageurs publics qui ont une maîtrise foncière bien plus grande que c'est qu'on a en Belgique. Donc si on l'acquiert, effectivement, il faut en faire quelque chose qui soit d'utilité sociale pour le plus long terme. C'est les statistiques des logements qu'on produit. On en produit beaucoup parce que notre système permet d'en produire beaucoup. On n'en finance qu'un tiers. 2 tiers sont financés par les acquéreurs. Donc avec 15 millions d'investissements par an, je finance 45 millions de logements abordables, de qualité, écologique, environnementale, soutenable, dans la ville, par an. Ça coûte moins cher que de produire du logement social. Je serais heureux de lire les études anglaises qui montrent que le logement social peut rapporter de l'argent. À Bruxelles, à ma connaissance en tout cas, ce n'est pas le cas. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai dit l'essentiel. Les slides suivants, c'était pour vous montrer quelques-uns des projets, comme ça vous avez une illustration. Il y en a 4, pour vous montrer l'image, et puis je suis ouvert à répondre à vos questions. Ça c'est Tivoli, donc 400 logements, 120 logements sociaux, 270 logements moyens au cœur de la ville, et des activités productives. La suivante, ça c'est Van der Maan, c'est donc à Molenbeek, Comte de Flandre. On pourrait parler de ça pour la gentrification si vous voulez, parce que je trouve que c'est intéressant comme cas d'école si vous êtes intéressé par la gentrification, d'aller voir ce qui s'est passé à Comte de Flandre ces 20 dernières années. Et puis ça c'est pour le fameux City Gate ici tout près, à Anderlecht, juste derrière, où on a environ 150 000 m² en développement. Il y a 2 écoles secondaires, il y a 450 logements, il y a des ateliers productifs, il y a un centre de soins pour médecins du monde, il y a une place publique, il y a un parc, il y a des logements sociaux. Voilà, c'est un projet de mixité probablement le plus ambitieux que nous avons aujourd'hui en région Bruxelles. Voilà, merci. Je me posais la question du lien entre finalement la transformation de l'État depuis les années 70, la transformation de l'État, Providence, qui disparaît au profit d'un État peut-être plus social actif ou quoi. Est-ce que ça a eu une incidence sur la politique du logement en général? Et sur le fait qu'il y ait pas de logement, parce qu'on a parlé de 10 ans d'attente pour les logements sociaux. Est-ce qu'il y a Je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord tricher. Ouais. Parce que je me rends compte que mon stress aidant et ma tendance à parler très vite aidant, je ne voulais pas signifier qu'à l'Inter-Environnement Bruxelles, on était contre la propriété privée. J'essaie de répondre à la question de savoir si c'était une mission de service public. Juste petite précision, parce que sinon ça avait l'air un peu... par rapport à ce que tu disais, c'est sûr qu'il y a un changement en termes de nombre de logements sociaux qui sont construits avant et après le tournant néolibéral. Donc on en construisait plus, et d'ailleurs on le voit dans les années 60 et 70 quand on se balade. C'est très triste d'ailleurs parce que architecturalement et au niveau de la qualité, on ne peut pas dire que ce soit la période faste de l'architecture. Et donc ça pose aujourd'hui effectivement de gros problèmes d'ailleurs de comment on fait avec ce parc de logements sociaux dégradé et difficile à entretenir. Mais donc oui, à ce niveau-là, il y a un tournant. Maintenant, au niveau des politiques d'aide à l'acquisition, je ne pense pas qu'il y ait eu une modification drastique à ce niveau-là. C'est plutôt effectivement une chute de la production de logements publics. Les CLT, réaliser des plus-values, qui paye cette plus-value? Pourquoi réaliser des plus-values? N'est-ce pas incohérent avec l'idée d'ASBL? Est-ce cohérent tout court? Alors, arrêtez de nous vendre la société de marché comme une évidence, c'est du lavage de cerveau. Alors, si je ne me trompe pas,
Le bonus logement a été supprimé à Bruxelles en 2018. Quel impact sur l'accès à la propriété? Les nouveaux avantages permettent-ils plus d'équité? Peut-on imaginer une cohabitation harmonieuse entre habitation de logements sociaux et de classe moyenne? Comment? Qu'est-ce qui fonctionne? Ne fonctionne pas? Faut-il sinon des zones séparées? Faire que les gens reviennent en ville? Dixit citoyen, quel genre? Alors la question qui m'est posée concerne les plus-values. Alors tout d'abord, je tiens à dire que je partage tout à fait le caractère injuste, donc ici il est marqué incohérent, des plus-values, parce que fondamentalement, les plus-values immobilières, presque toujours, c'est de l'argent qui bénéficie à un propriétaire privé pour des investissements qui ont souvent été faits par la collectivité. Quand un quartier prend de la valeur, souvent parce qu'on a amélioré le quartier, qu'on a mis une desserte en transport en commun, qu'on a rénové les voiries. Donc il y a beaucoup, on a installé une école, donc il y a beaucoup d'investissements publics dont bénéficie l'acteur privé. Cela étant, nous au CLT Bruxelles, lorsqu'on a voulu voir que pouvait récupérer un propriétaire lorsqu'il revendait son logement, on s'est inspiré des exemples américains. Il y a plus de 200 CLT aux États-Unis, chacun a son modèle propre, mais presque tous s'accordent sur un point qui nous semble à nous aussi important, c'est le jour où on revend son logement, il faut pouvoir récupérer au minimum ce qu'on a investi au départ, et idéalement un petit peu plus. Et alors, comment déterminer ce petit plus? Est-ce qu'on se base uniquement sur l'inflation? Est-ce qu'on se base sur un lien avec la plus-value, par exemple? Différents modèles existent. Ce qui nous semble intéressant, c'est de dire que pour le CLT, l'essentiel, c'est que les propriétaires entretiennent le mieux possible leur logement, puisque c'est ça qui garantira que le futur acquéreur aura un logement de qualité, c'est ça qui garantira que dans le quartier, il n'y aura pas des logements dégradés ou risqués, c'est ça qui garantit aussi que pour les autres copropriétaires qui habitent le même immeuble, tout le monde va vouloir faire les travaux nécessaires en temps et heure pour garantir la valeur du bien. Et donc, plutôt que de se baser sur l'inflation qui, en fait, déresponsabiliserait en quelque sorte les gens en disant si vous achetez pour 100 000 aujourd'hui, quand vous vendrez, vous récupérez ça plus l'inflation, on préfère dire si vous entretenez bien votre bien et que votre bien prend de la valeur, vous pouvez récupérer une petite partie de cette plus-value. Et en pratique, comment ça marche? Imaginons que quelqu'un achète aujourd'hui un logement à 100 000 euros qui en vaut 140 000. Si dans 15 ans, il vaut 200 000 euros, la plus-value qui aurait été théoriquement prise sur le marché, c'est 60 000 euros, l'acheteur peut récupérer 15 000 euros de ça, et donc il va, l'acquéreur initial, et donc il va le revendre à 100 000 plus 15 000, 115 000 euros. Donc on est encore très très loin de la valeur du marché, on a 115 000 ou 200 000. L'acquéreur au départ, il a récupéré un petit bénéfice parce qu'il a immobilisé son argent pendant un certain temps. Si jamais il veut ensuite racheter un autre logement, il peut avoir grâce à ça un effet levier pour acheter un logement qui vaut réellement 200 000 puisqu'on a eu le capital de départ. Donc qui paye la plus-value? En fait, 25% de la plus-value est payée par le nouvel acquéreur, 75% de la plus-value n'est jamais réalisée, n'est payée par personne, elle est juste théorique. C'est une pure valeur arbitraire déterminée par un expert qui dit l'immeuble valait autant au départ, il vaut autant aujourd'hui, et 75% de cette plus-value, de cette différence, elle n'existe pas, personne ne la paye, et on trouve que c'est légitime, puisqu'en fait, fondamentalement, une grande partie de cette plus-value, elle est due aux investissements qui ont été faits par la collectivité. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question, et je passe la parole à Sarah. Donc sur la question de la modification du bonus logement, donc en effet c'est une mesure qui a été régionalisée et la région Bruxelles-Capitale a décidé de ne plus fonctionner avec le bonus logement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une déduction fiscale sur l'emprunt hypothécaire, ça c'est fini. Ce qui se passe, c'est que si vous achetez un premier logement et que ce logement vaut moins de 500 000 euros, vous avez une déduction des droits d'enregistrement sur la première tranche, sur 175 000 euros. Ça fait à peu près 23 000 euros de gagner en fait. Alors l'avantage de ce système par rapport au bonus logement, c'est d'abord qu'il y a une limite dans le prix de l'acquisition. Donc si vous achetez un truc à 1 million d'euros, ça ne marche pas. Maintenant 500 000 euros, ça reste quand même une somme appréciable. Je pense que le vrai avantage vis-à-vis des personnes qui ont le moins de revenus, le moins d'argent de côté, c'est surtout que cet avantage est direct. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez récupérer 2 ans après, puisque comme on paye nos impôts en 2017, exercice d'imposition en 2016, vous récupérez ça en 2018. Ben voilà, il n'y a pas ce jeu-là, donc c'est de l'argent que vous n'avez pas à sortir au moment de l'acquisition. Ce qui a eu comme effet de diminuer en fait la part que vous devez posséder pour pouvoir faire un emprunt bancaire. Donc à ce niveau-là, c'est une mesure qui est certainement
plus juste socialement que celle qui avait lieu avant. Ça, c'est assez difficile de soutenir le contraire. Maintenant, sur la question de la valeur maximale de la maison, c'est là que, par exemple, avec d'autres associations qui travaillent sur le droit à l'habitat, nous, on émet des réserves. Être locataire, c'est prendre le risque d'être délogé par les propriétaires. À un âge avancé, cela peut être catastrophique, c'est certain. L'accès à la propriété ne serait-il pas une solution à ce problème? Et si, évidemment, au niveau individuel, si on y arrive, l'accès à la propriété est une solution à plein de problèmes. Au niveau individuel, c'est vrai. C'est toujours ça la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on allie les solutions qui sont justes collectivement au plus grand nombre, disons, en tout cas à des personnes qui sont vraiment dans des situations sociales très dégradées, et comment on fait pour avoir des solutions qui soient aussi bonnes individuellement. Mais bien sûr que individuellement l'accès à la propriété est un bon plan. Évidemment. Et collectivement, c'est oui et non. Simplement sur ces questions de valeur du prix du foncier, etc., ça pose d'autres questions. Mais c'est politique, hein. Aucune des choses dont on discute n'est pas politique, hein. Tout le monde est conscient de ça. Hein. Encore une fois, j'aime bien parler ici et maintenant, ce qui ne veut pas dire que je vous vends quoi que ce soit comme indépassable. Je dis simplement, on est dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, et donc c'est par rapport aux règles qui nous régissent. Monsieur qui nous raconte son parcours pour essayer d'accéder à la propriété, de ne pas payer 4 fois le prix, ça c'est ici et maintenant, une règle que l'on fait par rapport à ici et maintenant. Les changements, s'ils se produisent, peuvent nous amener à changer nos politiques en fonction de ça. Mais ici et maintenant, vous devez bien comprendre que dans le logement social à Bruxelles, aujourd'hui, il y a effectivement 10 ans d'attente, mais en fait, il y a 50%, il y a autant de personnes sur la liste d'attente du logement social que de personnes dans le logement social. Ça veut dire que quand vous construisez un logement social, il va coûter la même chose que ce que moi je vais produire. Hein. C'est pareil, c'est 250 000 balles. Oui, il reste au public, d'accord. Enfin, c'est 250 000 euros. Et il va être donné à une famille. Et cette famille, elle va rester toute sa vie dedans. Okay. Et, sorry, mais dans les statistiques bruxelloises que moi je connais, peut-être que dans l'Angleterre c'est différent, mais aujourd'hui à Bruxelles, ça va continuer à coûter là. Parce que le remboursement des loyers par rapport aux frais de gestion et de rénovation de biens, ça va encore coûter là. Donc ça veut dire quoi? Fondamentalement aujourd'hui, c'est que c'est 250 000 euros pour une famille, pour les 30 ans d'hiver. D'accord? Moi, le logement que je construis, il va coûter 50 000 euros pour une famille. Alors, si tout le monde y avait le droit, évidemment, c'est super. Mais à partir du moment où ce n'est pas le cas, vous devez juste vous demander comment est-ce qu'on organise les priorités. Aujourd'hui, un logement social qui est construit dans la manière dont on les produit, moi je pense qu'on doit les produire différemment et qu'on doit forcer les privés à les construire et à les c'est vraiment un outil là. Mais dans la manière dont on les produit aujourd'hui publiquement, ça coûte beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'aide concentrée sur un nombre assez réduit de personnes dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Il y a des choses à changer là-dessus, mais c'est la réalité de terrain et dans certains quartiers, vous pouvez voir ce que ça produit. Mais encore une fois, ça veut dire que je suis contre le logement social. Moi, je pense qu'il faut en construire avec le logement moyen. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait à Tivoli, dans une proportion de tiers un tiers, à Compa, dans une proportion moitié-moitié. Je viens de dire que la jolie illustration que vous avez là, c'est pas moi qui l'ai amené, mais c'est un projet CityD, ça s'appelle Nova City, c'est un Andoré, et c'est des logements moyens qui sont construits sur des ateliers pas loin du Syria. Là, il n'y a pas de logement social beaucoup, enfin pas dans la première phase. Mais donc effectivement, moi je pense qu'il y a moyen de faire cohabiter les différents systèmes. C'est pas facile, ça fait peur aux sociétés de logement, hein. Elles ont peur de ne pas se retrouver en copropriété, de ne pas savoir gérer. Et en France, là où ils l'ont fait, les habitations à loyer modéré, enfin, les sociétés d'habitation à loyer modéré, elles ont dû changer, au lieu d'être propriétaires et donc avoir tout le pouvoir par rapport à leurs locataires, elles se sont retrouvées dans des copropriétés avec des propriétaires privés. Ils vous disent qu'il y a des problèmes de coexistence, des gens qui estiment que c'est pas normal qu'ils ont payé leur logement avec le produit de fruit de leur travail, et qu'avec ça, il y a des gens qui ont été assistés, ça fait partie des difficultés qu'ils rencontrent, mais fondamentalement, ils en produisent beaucoup plus que ce que nous, on est capable de produire à Bruxelles, et ça, je pense que c'est un élément de la réponse. Donc, je pense qu'il faut travailler sur cette cohabitation, il faut travailler sur ce que l'on propose, justement, comme véritable cohabitation. C'est vrai que c'est pas simplement mettre des gens avec des revenus, des états de fortune différents les uns à côté des autres qui va solutionner les problèmes. Aller construire des cafés branchés dans les quartiers difficiles, ça ne suffit pas à faire de la mixité sociale. Mais il y a des éléments de mixité sociale sur lesquels on peut. C'est quand même déjà un début. Mais c'est sûr que si chacun
garde son côté du canal, la mixité, elle n'arrivera jamais. Et ça crée tous les problèmes que l'on peut connaître dans une ville quand vous avez de la dualité sociale et de la dualité spatiale. Donc la première chose à faire, c'est effectivement d'essayer de mettre les choses ensemble. Ensuite, c'est faire en sorte que ça se passe bien. Comment faire en sorte que ça se passe bien? Que les logements soient de la même qualité, qu'il n'y ait pas des logements d'un côté et des grands de l'autre, qu'ils soient mélangés, qu'il y ait des aménités communes, des potagers communs, des skateparks, des buanderies communes. Ça, ce sont des endroits où les gens se rencontrent et se mixent en fonction des âges et des classes sociales. Donc, voilà. Sur cette histoire que la situation dans laquelle on est, mais moi je pense que la situation dans laquelle on est, on la produit aussi en partie, tu vois. Mais moi aussi, parce que sur cette histoire que je vous ai dit un petit peu à l'emporte-pièce, que l'accès à la propriété c'était un truc qui faisait vendre l'économie de marché, c'est la dernière, je pense. Il y a une super phrase de M. Van Engel en 2006 qui dit ceci: le fait que le gouvernement fasse l'impossible pour inciter les Bruxellois à devenir propriétaires de leur logement est une forme de ce que je pourrais appeler l'incitation au capitalisme populaire auquel nous incitons les Bruxellois. Voilà, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, le nouveau système de bonus, soyons clairs, on aurait très bien pu garder un système de bonus de logement fiscal avec une limitation du prix. Donc, ce qui est juste socialement dans cette mesure c'est le fait qu'on ait établi un maximum pour pouvoir bénéficier de l'aide. Ça, on pouvait le faire dans le système ancien de remboursement du prêt hypothécaire. Ça, c'est l'aspect social, avec tous les problèmes de modalité pratique, mais qu'on peut mettre en avant. Mais le fait qu'on ait remplacé un gros abattement sur le droit d'enregistrement, on ait substitué ça au système ancien du prêt hypothécaire, on vous demandez, la vérité c'est que ça permet quoi? Ça permet de doper les recettes en droit d'enregistrement de la région parce que ça accélère le volume des transactions, et le volume des transactions, il permet à la région d'avoir plus de revenus, et par ailleurs, ça va certainement accélérer le bonus dans le chèque de ceux qui en bénéficient, mais donc ça va probablement accélérer encore plus le phénomène, à mon avis inévitable, de renchérissement de la mesure. Donc d'un point de vue social, personnellement, je pense que le remboursement hypothécaire, avec peut-être des limites de revenus ou des limites sur le bien, aurait été socialement plus juste, mais l'efficacité, à mon avis, était ailleurs. Mais le risque, en tout cas, que ça tire les prix du marché vers le haut, est plus grand dans le système actuel qu'il n'était dans le système ancien. Peut-être limité par le fait qu'il y ait une limite, mais ça, c'était envisageable dans l'ancien système. Merci. Bonjour, je m'appelle Joaquin. Pour être tout à fait transparent, je travaille au CLTB avec mon collègue Thibault, là. Et en fait, je voulais demander à nos trois intervenants, vous y avez fait allusion, mais quelle est la place de l'habitant, de la personne dans tout cela, en fait? Puisque je trouve quand même que la beauté de notre modèle, c'est également cette implication, cet aspect émancipatoire qui est quand même, à mon avis, absolument crucial, surtout quand on parle de perte de population précarisée. Donc, M. Cadranel, comment est-ce que vous l'envisagez? Sarah, comment est-ce que tu le vois, toi, dans le cadre de la ville? Quelle est la place de l'habitant de la ville? Donc, ouais, merci beaucoup. Voilà, on les prend, et après, comme ça, on... Bonjour, Jean-Michel Bleuse de l'ARO, Atelier de recherche et d'action urbaine. On avait eu l'occasion à l'ARO d'organiser un cycle de conférences l'année passée sur à peu près le même sujet, donc à savoir quels sont les mécanismes d'aide à l'acquisition pour les publics les plus pauvres. Moi, je n'étais pas vraiment arrivé à une conclusion entre des systèmes plutôt de maintien du foncier aux mains du public ou aux mains d'une association comme le Community Land Trust. Entre ce modèle-là et le modèle plutôt de subventionnement ou d'aide via le fonds de logement aussi notamment, ou CityDev par exemple, il y a un peu deux conceptions qui s'opposent entre le coût réel de la mesure, comme vous l'aviez dit, pour permettre aux familles, aux ménages de se loger, et la vision peut-être à plus long terme de maintien du foncier et donc de permettre à plusieurs générations de bénéficier de ces aides. Je voulais avoir chacun un peu votre avis là-dessus, sur les différences entre ces deux grandes catégories de modèles, et au sein de ces catégories, quel serait l'idéal en fonction de ces deux objectifs. Et alors j'avais une question un peu plus précise. Une sous-question. Attention, vous allez. Sur la nécessité donc, de faire contribuer les promoteurs privés à la production de logements abordables.
il y a un mécanisme qui existe maintenant, qui est le mécanisme des charges d'urbanisme, et qui apparemment peine à produire des effets, en tout cas dans le segment social, ça c'est sûr qu'il y aura un effet, donc il faut savoir un peu comment on pourrait améliorer ce mécanisme. Ok, super. Voilà. Essayez de respecter, je sais que c'est difficile, mais une minute, ça serait chouette, quoi, parce qu'il reste plus. Moi, j'ai plutôt une remarque transversale plutôt par rapport à la présentation de M. Cantanel et une question à faire à M. Leroy. Vous avez dit beaucoup de choses dans votre présentation et j'aimerais juste nuancer quelques propos que vous avez eus. Vous parlez de construction de logement moyen dans des quartiers où ça ne se fait pas. Alors, il faut voir ce qu'on entend par logement moyen. Parce que les logements moyens actuels n'ont de moyen que le nom. Ça s'adresse à des populations qui ont des revenus largement supérieurs à la moyenne bruxelloise. Vous avez dit tout à l'heure un ordre de grandeur dans les 30 000 euros à posage globalement par an. Il faut juste préciser aussi que le revenu du deuxième conjoint est compté à moitié, si je ne me trompe pas, et on a... C'est ça que j'ai dit 90 000, voilà. La limite maximale c'est 90 000, mais dans les faits c'est 30 000. Donc c'est largement supérieur au revenu moyen bruxellois, d'un bruxellois moyen, et donc en fait, c'est aussi, à travers le schéma que vous avez montré, on voit bien où ces investissements se placent. Vous avez parlé de la rénovation urbaine. Tous ces investissements-là ont lieu dans les quartiers populaires, justement pour attirer une classe, et on arrive à la question de la gentrification de manière transversale, de pourquoi est-ce qu'on construit dans ces quartiers-là. Évidemment, c'est là où le foncier est moins cher, où les classes restent abordables, où on doit attirer une certaine catégorie sociale à Bruxelles pour justement augmenter les recettes fiscales et communales. Et donc, la question en fait aussi transversale, c'est pour qui on produit la ville et à qui on donne des aides. Et le problème pour moi du fonctionnement de CityDev, c'est qu'on donne beaucoup d'argent pour des personnes qui, de manière générale, ont suffisamment de moyens pour pouvoir se loger dignement à Bruxelles. Vous n'êtes pas peut-être d'accord, mais c'est ma idée. Moi je déconne, moi je sais qui c'est, ces gens. Ok. Je termine juste. Oui, mais ce serait bien de partager la parole, donc si tu veux bien rebondir après. Et donc voilà, au-delà de la question, parce que vous avez dit le logement social, c'est pas assez rentable, etc. Les CLT, c'est plutôt un succès aux USA, c'est un succès dans le monde entier, mais le prix mondial de l'habitat dessiné par l'ONU depuis 2008 a déjà sélectionné 2 fois des modèles de CLT, une fois à Burlington dans le Vermont, une fois à Porto Rico. Et en Belgique, c'est aussi plutôt un succès. Ce qu'il y a, c'est qu'on existe depuis 5 ans, que la production de logements, ça prend du temps. Donc aujourd'hui, on a 9 logements habités, on a 130 logements en projet, et on espère pouvoir en faire plus. Et à côté de ça, à côté de Bruxelles, on est en train de contribuer à diffuser le modèle au niveau européen. Et donc, il y a toute une série de villes en Belgique et en France et en Angleterre qui étudient le modèle de CLT. Donc je pense vraiment que c'est en train de plutôt bien prendre. Et les résultats sont aussi positifs aux États-Unis que chez nous. Ils montrent que toutes les promesses du CLT en termes de coût le plus bas possible pour la collectivité par rapport à la production de logements, de soutien propriétaire dans leur optique, de changer après, d'être au départ aidé dans le logement, et en quelque sorte soutenu, puis ensuite de retourner sur le marché privé, ça fonctionne. Donc je crois que ça atteint plus ou moins ces résultats. En Belgique, simplement, on est une organisation relativement jeune, on a eu des moyens raisonnables mais limités, et donc on n'a pas pu faire beaucoup plus que ça. Mais il n'y a pas encore d'inquiétude par rapport au fait que ça va prendre, ça marche plutôt bien. Et alors, peut-être que ça répond aussi à votre question, je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris, mais je vais reprendre des chiffres que M. Cantanel donnait tout à l'heure. Si un logement social coûte plus ou moins 250 000 euros, au niveau du CLT, 100 000 euros sont investis par le pouvoir public, 150 000 par l'acquéreur, et il y a une mutation qui a lieu régulièrement, donc en gros il y a 100 000 euros investis par les pouvoirs publics pour un logement qui, pendant les 100 ou les 150 prochaines années, sera toujours accessible à des ménages à bas revenus. Et donc je crois que le CLT tel qu'il existe aujourd'hui permet d'avoir une hybridation entre les deux modèles qui fonctionne assez bien. Alors on n'a pas du tout pour but d'être le seul acteur, donc je pense que le modèle est complémentaire aux autres, et qu'à côté de la politique de logement social, il y a toute une série d'autres politiques
de rénovation, de réhabilitation des quartiers, qui sont importantes, qu'il avait développées. Mais pour l'aspect logement social acquisitif, on pense que ce modèle est vraiment pertinent et ne doit pas être trop questionné aujourd'hui, parce qu'il fonctionne bien. Comme on a plus de temps, je vais plutôt répondre. La place de l'habitat. Pour Interenvironnement Bruxelles, c'est assez important, tout de même. Mais alors, très concrètement, puisqu'on en est quand même à se parler notamment des quartiers populaires, de ces questions-là, disons qu'une de nos préoccupations, c'est bien la question du maintien des populations, enfin des classes populaires dans des conditions dignes. Et souvent, quand on discute avec des personnes que l'on peut considérer comme étant de ces catégories, c'est aussi plus ou moins leur volonté d'aller bien, de se loger dignement. Il y a juste un élément sur lequel je voudrais revenir, c'est, je pense, entre autres à cause des géographes, qu'on a cette image très vraie, par ailleurs, de la fracture spatiale bruxelloise. Mais c'est cette histoire qu'a travaillé avec que les moyennes et les médianes qu'on fait semblant de plus se rendre compte qu'il y a d'autres choses. Et alors, l'air de rien, malgré ces immenses structurations sociales et ces immenses différenciations sociales marquées à Bruxelles, Bruxelles, ça reste une ville dans laquelle on a assez peu de, disons, à l'échelle du quartier, il y a assez peu de quartiers que l'on pourrait considérer comme étant réellement homogènes socialement. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des éléments qui tiennent au fait que la politique telle qu'elle est menée et les personnes qui s'en occupent sont souvent de classe moyenne blanche et qu'une lecture un peu rapide considère que tout ce qui est un peu bronzé est d'office pas de la classe moyenne et c'est pas toujours vrai. Et du coup, sur cette question aussi des logements moyens, c'est vrai qu'il n'y en a pas nécessairement qui a été construit, mais en fait, il y a quand même aussi des personnes de la classe moyenne dans des quartiers populaires. Et alors, sur la question de la mixité sociale, du coup, je pense qu'une des questions, c'est la question de la mixité sociale endogène ou exogène. Et la question de savoir comment se fait cette mixité sociale et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme impact. Amener comme ça des personnes qui vont vraiment bien socialement et qui ont vraiment pas mal d'argent dans un quartier dans lequel en moyenne les gens, c'est pas la grande forme économique, ça n'a pas une tendance de dingue à créer des liens sociaux. C'est un truc qui a été mis en évidence en 1970 par un chercheur, un sociologue français qui s'appelle Chamboret, et qui a cette phrase magnifique qui est que proximité spatiale ne fait pas proximité sociale. Et donc c'est un immense défi, la question de la mixité sociale. Je sais plus qui avait posé la question, mais évidemment c'est un immense défi. Qu'on en ait envie pour des raisons politiques, moi je l'entends fort bien en fait. Qu'on en ait envie parce qu'on pense que ça marche, ça scientifiquement, ça marche pas. Voilà, c'est juste un élément important, je comprends tout à fait. Il y a des questions politiques et puis il y a des questions scientifiques et de toute façon les deux sont liés et c'est complètement idiot de faire semblant que ce n'est pas le cas. Mais par exemple, d'un point de vue scientifique, la mixité sociale, c'est pas un truc qui fonctionne. Quoi. Même au niveau des écoles, en fait, à un moment donné, il y a des parents qui se réapproprient des écoles parce que, et ils arrivent finalement petit à petit à évincer les classes populaires, ou alors simplement, comme c'est le cas à Bruxelles, ils laissent leurs enfants dans le cadre du Sud-Est parce que c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, je pense que ça, sur les questions de mixité sociale, je pense que c'est un objectif qui, j'entends tout à fait politiquement, mais qui est vraiment complexe. Et j'ai pas parlé. Mais on peut être d'accord là-dessus. La question, c'est de savoir si c'est. Est-ce que c'est une. Enfin, moi, sans la savoir, j'avais cité M. Borrello, mais donc, effectivement, la mixité spatio-géographique, ça ne suffit pas. Mais est-ce que c'est une condition suffisante? Non. Est-ce qu'elle est nécessaire? Peut-être. Est-ce que c'est facile? Certainement pas. Donc, il faut commencer par faire ça, mais il ne faut pas faire que ça. Et donc, une des manières de ne pas gentrifier bêtement un logement, parce que la gentrification, ça existe. Hein. Si vous allez à la High Line à New York, vous allez voir ce que c'est une gentrification. Si vous allez sur les docks de Londres, vous allez voir ce que c'est une gentrification. Non, mais voilà. Non, mais on peut même parler de Saint-Gilles si vous voulez. Mais regardez, moi je vais vous montrer Étang Nord ici. 16 interventions de la SDRB sur 30 ans. Étang Nord, c'est Comte de Flandre et. Enfin, Étang Nord et Comte de Flandre, pardon. Rive gauche. Hein, donc c'est tous les endroits où on a construit des logements. Allez voir dans le quartier si c'est gentrifié. Allez voir les gens, allez rencontrer les gens qui occupent des logements de cité des SDRB, voyez leurs revenus, voyez leur couleur de peau, voyez leur patronyme, et vous allez voir que soit, effectivement, on a une définition large de ce que c'est la classe moyenne, soit vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous avez une vraie mixité et que, bien sûr, ce n'est pas des populations du logement social. Encore que 80% des personnes qui achètent IDL bénéficient des aides du fonds de logement et que les aides du fonds de logement sont établies selon des critères qui sont extrêmement proches de ceux du logement social. 80%, oui.
Donc ça veut dire que 80% des gens qui achètent ce billet sont quasiment dans les conditions du logement social. 70% des ménages bruxellois ont accès aux conditions de vie. Exactement. Et donc, voilà, toujours est-il que ce qui est certain, c'est que par définition, les logements moyens sont des logements moyens. Dire qu'ils n'ont de moyens que de nom, ça veut dire, c'est Jean-Thomas que vous dites, qu'en fait c'est des logements pour des gens riches qui viennent gentrifier le quartier. Ça, je suis désolé, c'est tout à fait exact. C'est bien des logements moyens pour la classe moyenne basse. Et que dans les faits, à Bruxelles, dans les quartiers dans lesquels Cité des États réunis, vous n'avez pas de phénomène de gentrification agressive forte. Voilà. Et je vous propose la zone la plus représentative de cela, à Molenbeek, le long du canal, où il y a en plus des logements privés qui sont construits ces dernières années, et vous allez voir véritablement si c'est ça que vous appelez la gentrification. Mais là, on pouvait la comparer avec d'autres zones de la ville, ou d'autres périodes de la ville. Moi, je me rappelle Roger Noy, Pascalé, où effectivement les services publics n'intervenaient plus dans l'entretien des espaces publics, il n'y avait plus aucun investissement. Donc la place du citoyen, c'est là. C'est vrai que les loyers n'ont pas augmenté pendant cette période, mais je ne sais pas si c'est ça le projet de ville que l'on veut. Donc la mixité sociale, c'est très difficile. Ça ne marche pas toujours. Mais est-ce que quand ça ne marche pas, il faut arrêter et accepter la dualisation socio-spatiale? Personnellement, moi je ne le pense pas. Et donc la place du citoyen dans la ville, parce qu'elle est centrale chez nous, aujourd'hui, ce n'est pas simplement le résident, c'est l'habitant dans toute la globalité de ce que ça veut dire habiter quelque part. Habiter quelque part, ce n'est pas simplement dormir. Habiter quelque part, c'est effectivement aussi avoir une vie sociale, c'est aussi avoir la possibilité de mettre ses enfants à l'école, c'est un certain type de mobilité, c'est un certain type de rapport à son voisinage, c'est un certain type de projection économique et de capacité de se projeter dans un emploi. Et voilà. Et c'est ce qu'on essaie de construire à Tivoli, c'est ce qu'on essaie de construire en Norvège, dans des zones qui sont rarement des zones populaires, mais qui sont souvent des friches industrielles. Voilà, il n'y a plus rien. Non, si vous allez en Norvège, ce n'est pas des zones populaires. Je me permets. Voilà. Pour mieux vous le rendre, parce que voilà, le temps c'est pas élastique. Alors, on reprendrait deux questions, ça vous va ça? Deux questions? Ah, une femme. Une autre? Juste une alors? Juste une question? Alors oui. Non, elle est une grosse. Sur la gentrification. Voilà, en fait, moi j'habite Comte de Flandre et Tournois, mais j'ai pas acheté chez vous, j'ai acheté une maison parce que c'est un des endroits qui était le plus accessible vu mes besoins d'une grande famille. Et c'est vrai que j'ai vu depuis 5 ans où j'habite là l'évolution du quartier parce qu'il y a des nouveaux logements. Donc, visuellement, le quartier, on va dire, se modifie parce que les endroits où il y avait des chancres et tout ça, il y a des bâtiments qui sont construits. Pour moi, je ne crois pas que c'est l'arrivée dans votre quartier, enfin l'arrivée de bâtiments ou de gens qui achètent ces logements qui modifient le quartier, mais c'est simplement l'embellissement en fait, qui donne à d'autres gens peut-être l'envie d'aller s'intégrer à Molenbeek, alors qu'avant il y avait plutôt des côtés rebutants malheureusement. Et ce que je veux dire par là, moi, c'est qu'est-ce que, au-delà des crèches peut-être ou d'un jardin collectif, il ne faudrait pas intégrer plus toute la vie associative finalement des quartiers où on rajoute de l'acquisitif pour revenus moyens. Parce que c'est pas une laverie, selon moi, ou un jardin collectif qui va faire un vrai tissu social. Oui, c'est un ersatz de tissu social, mais c'est pas suffisant, surtout qu'il y a aussi des frontières culturelles à dépasser qui sont parfois difficiles. Et donc ça, est-ce qu'il y a un point d'attention qui est fait quand vous allez comme ça implanter, vous, je sais pas, 50 logements, ou avec le Community Land Trust, est-ce que vous essayez de mobiliser les acteurs du terrain? Créer du lien social, en tout cas avoir des visées émancipatrices, c'est aussi le travail de l'éducation permanente. Et je sais qu'à Molenbeek, c'est quelque chose qui ne se passe pas beaucoup. Et donc peut-être que c'est ça aussi, c'est de se dire le logement, ça ne suffit pas. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de dynamique? Bien sûr. Donc vous avez une question. Merci beaucoup pour cette question parce que je n'ai pas du tout insisté là-dessus alors que c'est un aspect vraiment important de notre travail. Donc je vous remercie. Donc, nous, au CFT, lorsqu'on développe un nouveau projet immobilier sur un terrain, on organise des visites du quartier avec les habitants et avec les associations partenaires. Et dans la visite du quartier, notamment, on essaie de montrer le tissu associatif qui existe déjà, tout comme on montre aussi les écoles, les crèches, etc. Et vraiment, le fait de travailler avec des associations partenaires à nous qui encadrent les futurs habitants, ça nous permet aussi de vraiment les intégrer dans la future vie associative. Et on constate que notre projet le plus grand chez nous, c'est 32 logements, c'est un projet beaucoup plus grand que notre projet classique. À Molenbeek, rue Van de Perreboom, donc près de la station de métro Segem, qui est un quartier relativement peu, pour l'instant, demandé au niveau foncier.
Là, les futurs habitants qui sont impliqués depuis 3 ans dans le projet, ils ont décidé de, pour pouvoir mieux s'intégrer dans le quartier, organiser, avant même d'habiter, leur logement est tellement en chantier aujourd'hui, ils organisent tous les premiers dimanches du mois une brocante de quartier pour aller à la rencontre de leurs futurs voisins. Ils ont déjà organisé chaque année au printemps une fête de printemps sur le terrain qui allait devenir le terrain de leur bâtiment. Et on voit que les maisons médicales du quartier, que les petites associations du quartier sont sensibles, sont invités, participent, et du coup des liens se créent déjà avant même que les gens n'habitent. Donc c'est vraiment un point très important pour nous, l'intégration au tissu associatif, et on essaie de le mettre en avant, et je pense que ça, là j'ai pris un exemple, mais ça marche dans tous nos projets. Les comités de quartier aussi sont souvent membres de notre association, et parfois même de nos conseils d'administration, donc on essaie vraiment de s'intégrer au quartier dans lesquels on s'implique. Oui, mais c'est un point d'attention. Hein. Donc les choses sont loin d'être totalement parfaites, mais c'est quelque chose qui se développe très, très fort. De plus en plus, en plus avec les types de logements qu'on fait, les objectifs de développement durable. Donc si vous avez des potagers partagés, si vous avez une serre urbaine, si vous avez des logements passifs qu'il faut apprendre à faire fonctionner, on essaye de faire en sorte dès le départ d'encadrer, soit avec les contacts avec la vie associative, soit en faisant signer des chartes de développement durable. Une fois qu'on connaît nos futurs occupants, on essaie de faire des liens avec le quartier dans lequel on s'insère, s'il y a un quartier. Hein, et voilà, donc ça fait vraiment partie des préoccupations avec des bonheurs divers. On essaie de savoir à quel point on doit être interventionniste. Quelque part, quand on veut tout créer à l'avance, on fait parfois pire que bien. Et laisser un peu faire du dynamisme local, ça peut être bien. Il faut trouver le bon ton pour s'adresser à la population. Et une des choses que l'on fait aussi, nos projets sont parfois un petit peu plus grands. Hein, c'est aussi ce que l'on cherche à faire, c'est d'essayer d'en construire de plus en plus. Et pas d'intervenir de manière trop limitée, parce que sinon les gens nous disent mais attendez, vous avez construit 14 logements, vous avez 10 000 personnes inscrites sur votre liste, qu'est-ce que vous foutez quoi. Donc on a besoin d'en faire 250 aussi de temps en temps. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on intervient, surtout dans les structures, c'est d'essayer de déjà faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans le quartier pendant son développement. En gros, le temps de développement d'un projet, Titigué par exemple, c'est 15 ans. Vous achetez le foncier, ça coûte cher, puis vous devez le dépolluer, vous devez éventuellement faire partir ce qu'il y a dessus, puis vous devez faire un master plan pour essayer de voir tout ce qu'il y a, vous avez tous les besoins qui vont s'exprimer, où il faut une école, où il faut ceci, etc. Puis une fois que vous le faites, vous devez faire un marché public pour désigner les gens qui vont construire, des architectes qui vont dessiner, les entreprises qui vont construire, et puis après vous devez avoir des permis. Tout ça prend en gros 15 ans entre le moment où le chantier se termine et où les gens vont véritablement habiter. Là, c'est dommage. Et pendant ces années-là, quand il y a le chantier, ça va, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais il y a des années où il ne se passe rien. Et ça, c'est dommage. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est maintenant d'utiliser au maximum les endroits où l'on intervient pour déjà commencer à transformer le quartier. Si vous voyez le studio Citygate, c'est une usine de 22 000 m² dans laquelle vous avez un skatepark, un potager urbain, des espaces pour des menuisiers, des espaces pour de l'événement, des espaces pour des bureaux, des espaces Horeca, des espaces pour des cours de codage et l'associatif. Et donc en fait, c'est l'idée qu'on fait un endroit où il se passe déjà quelque chose et où les habitants commencent à accepter l'idée qu'il va y avoir quelque chose là où jusque-là il y avait soit une usine vide, soit un chantier urbain, soit le chantier du métro, comme c'était le cas pendant les années à Pont-de-Flandre. Donc effectivement, l'embellissement du quartier, ça peut avoir un impact sur la valeur du foncier. Donc il faut être attentif à ça. Je pense que l'alternative n'existe pas. L'alternative, c'est de rien faire et de laisser le quartier pourrir, et ça, c'est la catastrophe, à mes yeux. Mais on peut pas être d'accord sur le sujet. Mais par contre, il faut préparer l'avenir. Et une des manières de préparer l'avenir, il est certain qu'on ne va pas avoir une gentrification agressive, qu'on va simplement chasser la population locale avec des nouveaux arrivants, c'est notamment lui réserver une place en lui faisant notamment soit des infrastructures, soit de l'espace public, soit des logements qui correspondent à ce dont elle a besoin. Et donc quand vous arrivez à un endroit et que vous faites un tiers de logement social, ou 2 tiers de logement social, ou une moitié de logement social, vous préparez cela et vous préparez le quartier à ne pas se modifier de manière sociologique, de manière brutale. Et même si 20 ans, c'était 10 ans, ça peut paraître, c'est court par rapport à l'éternité, c'est vrai, mais sur le plan immobilier, en 20 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc moi peut-être que l'avenir c'est le community land trust to. Je pense que si on teste, c'est que je pense que c'est peut-être le modèle. Mais aujourd'hui, comme on vous l'a dit, la mise de départ la plus forte, c'est pour un logement social. La deuxième c'est pour le community land trust, la troisième c'est pour Citygate. Donc on peut aller plus vite, mais ce sera pour une durée plus limitée et on verra bien dans 20 ans, sur 20 ans, ce qui se passe. Moi je pense que les logements qu'on construit, avec une clause anti-spéculative, avec une population à laquelle on s'adresse, dans 20 ans, ils ne vont pas participer à un boom spéculatif. C'est rien évidemment, mais effectivement, l'idée de maîtriser le foncier pour toujours, ça me paraît souhaitable, mais ça a un coût. Et ça a un coût financier, et ça a un coût sur le temps d'organisation des projets. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vite pour
mettre du logement accessible à disposition de la population, quand les pouvoirs publics ne le faisaient pas, dans les années 70, dans les années 80, après la faillite des tribunaux modernistes, eh bien on a vu ce que ça a donné en termes d'utilisation socio-spatiale. Donc, je pense qu'on est un maillon essentiel de la chaîne de l'accessibilité au logement et de d'une égalité sociale en ville, mais on peut évoluer dans notre modèle en fonction des situations. Je voudrais juste... Ouais. Je trouve que ce que madame a dit sur le fait que ça a un impact sur le quartier et sur l'attractivité que peut avoir un quartier vis-à-vis d'autres classes sociales que celle qui est visitée, c'est vraiment toute la clé en fait. Mais au-delà de ce que tu viens de dire, au moment où se crée la région Bruxelles-Capitale et où elle se dote de dispositifs et d'outils pour la revitalisation urbaine, elle parle très explicitement d'une volonté d'effet d'entraînement à travers ces différents outils, dont certains plans, dont certaines constructions et certains grands projets. Et ces effets d'entraînement, c'est bien une revalorisation des prix du foncier. C'est de cela qu'il s'agit notamment. Et donc, à la fois, moi je suis toujours étonnée quand oui, c'est un effet induit, il faut pouvoir le maîtriser. Ben oui, mais alors faisons-le, maîtrisons-le. Oui, non, mais ça ne se maîtrise pas que comme ça se maîtrise en fixant des loyers. Je veux dire, ce sont des questions qui nécessitent, devraient, de toucher à la propriété privée, en fait, en l'occurrence. Et alors, sur l'investissement dans les comités et tout ça, j'ai l'impression, je pense qu'il y a plein d'endroits où ça se passe super bien. Et je pense, allez, voilà, moi j'ai l'âge qu'il faut pour avoir des amis qui sont occupés à devenir propriétaires dans des quartiers populaires, donc je vois un peu. Et j'ai notamment des gens autour de moi qui étaient super investis dans des assos de base et puis qui en fait se rendent compte qu'ils y prennent une place délirante, quoi. Et c'est aussi toute une difficulté. La mixité sociale est difficile parce que les inégalités sociales sont difficiles. Et c'est pour ça que... Est-ce qu'on en reste là ou alors il y a la question là du travail qui fonctionne au monde des différents parties? Vous avez fait. La dernière question. Bon, voilà, je travaille au réseau wallon du pôle de la pauvreté et donc je sors tout à fait du débat dont je parlais avant, mais dans les investissements publics, on n'a pas parlé non plus du soutien aux bailleurs dans le cadre de la rénovation énergétique pour les logements. Et donc c'est vrai que parfois quand il faut faire des choix sur dans quoi est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on soutient, soutenir effectivement la qualité du logement pour les populations les plus précaires, quand on voit les enjeux énergétiques et les coûts qui vont faire augmenter, ça fait partie, ou en tout cas, des priorités qu'on devrait pouvoir mettre aussi dans des budgets publics, tout simplement. Voilà. Je pense pas qu'on va ouvrir un débat là-dessus, c'est autre chose. Voilà, mais juste, voilà, j'ai quand même envie de le dire. Ok. Je vous remercie. Dernière info, deux dernières infos. La question sur la production de logements par le CVE. J'avoue que moi je voulais dire un mot là-dessus. Ouais. Mais donc, je pense qu'on peut formuler la question. Mais donc la question c'était comment faire en sorte que les promoteurs privés, eux aussi, contribuent à l'effort de production de logements accessibles ou sociaux. Donc, social en particulier. Donc il y a un mécanisme récent qui est les charges d'urbanisme de la Bruxelles, ça n'existait pas avant, donc les charges d'urbanisme sur le logement. Donc, vous savez que quand un promoteur fait du logement, il doit payer une charge ou éventuellement mettre à disposition 15% de ce qu'il construit à disposition d'organismes publics, dont le mien. La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est nous qui récupérons toutes ces charges, c'est-à-dire que nous, ça nous permet de construire beaucoup vite et pas cher, parce que c'est pas cher, le prix qu'on paye les charges, c'est moins cher que quand on fait les projets nous-mêmes, et de nouveau des logements moyens, acquisitifs, et en général, ils ne veulent pas avoir du logement social, ils nous choisissent, nous, plutôt que les sociétés sociales. Parfois, moi, j'ai des débats avec les CISP, les sociétés de logement social, en disant si tu les veux, tu les prends. Voilà, ça n'a pas toujours été possible. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça existe, c'est nouveau, c'est probablement trop réduit. Moi, je pense que la grande crainte, c'est que les sociétés de logement n'ont pas envie d'être copropriétaires dans des copropriétés privées. Elles ont peur de ça, c'est pas leur modèle. Elles ont la cité modèle, hein, on a 18 carrés de logement en 100% propriété, pas un seul logement moyen, pas un seul logement privé. Ils connaissent, ils savent faire, ils sont de très bonne volonté, mais ça donne un quartier extrêmement homogène sur le plan social. Je pense qu'il faudrait essayer d'évoluer comme on le fait en France,
C'est le cas notamment dans la métropole lyonnaise, où je pense que c'est 10% des logements qui sont construits par les promoteurs qui doivent être du logement social, ce qui veut dire que les sociétés HLM, elles prennent dans tous les projets qui se font 10%. Ça veut dire qu'il y a une répartition spatiale, et ça veut dire que c'est l'enfer pour la gestion. Ok, ben, remplaçons l'enfer de la construction, parce que c'est un enfer la construction de la construction, c'est très difficile, ça coûte cher, mais en plus on a dit c'est très difficile d'obtenir des permis parce qu'il y a des comités de quartier, c'est pas très souvent pour le fait qu'on construise des logements sociaux, et même dans les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, dans les quartiers populaires, c'est là où c'est plus difficile de construire des logements sociaux. Ça, vous pouvez le voir dans les faits. Nous, on en fait l'expérience dans les concertations sociales, et donc construire du logement social, c'est très très difficile. Et donc je suis sûr que gérer du logement social en copropriété, c'est très très difficile. Mais si on n'a pas eu peur d'une difficulté, pourquoi avoir peur de la deuxième? Et je pense qu'au moins en faisant cela, on construira beaucoup plus de logements sociaux, parce que au cas où ce n'était pas clair dans ce que j'ai dit, moi je pense que le logement social, c'est bien, il faut en construire, il faut en produire beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Mais c'est très difficile à faire. Aujourd'hui, la société de logement social bruxelloise, elle n'a pas un problème d'argent, elle a un problème de rythme. Et voilà, moi à mon époque, on était à 350 millions. Donc voilà, ça a affecté. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de mettre du pognon là-dedans, on n'arrête pas de décider qu'il faut en construire 5 000, plus 5 000, plus 5 000, et ils s'additionnent. Donc la volonté politique, elle est là. Hein. Dans le discours, mais on prend des c'est pas. Mais non, mais excusez-moi, c'est pas. Non, mais ça, mais donc, la région bruxelloise, depuis 15 ans, voilà, c'est le pouvoir local, voilà, mais donc la volonté politique, les moyens consacrés qui y sont, si ça ne se fait pas, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela. Et donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner cette technique-là du tout, il faut en faire. Je pense qu'il faut en faire de la mix. Par exemple, Tivoli, 400 logements dans le quartier populaire, pas une contestation. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une répartition un tiers, deux tiers avec du logement moyen. Et qu'il y a plein d'autres choses qui sont faites et que donc les gens sont contents de voir arriver ces logements et personne n'a posé la question du logement social. Mais la vérité, c'est que partout, et pas seulement à Dame-Blanche, Dame-Blanche, il y a des logements sociaux autour d'ailleurs, partout où vous construisez du logement social dans des nombres suffisants, parce que si vous voulez dépenser des budgets aussi importants que ceux dont on parle, vous n'avez pas à coût de 32 logements, je suis désolé, pour l'instant, voilà, c'est à coût de 100 logements qu'il faut les faire. Et bien ça, c'est extrêmement compliqué dans le tissu urbain bruxellois, avec sa pauvre densité et son bâti qui a quand même de la qualité, mais de la qualité patrimoniale, pas forcément environnementale, avec une faible densité, c'est très compliqué à faire. Et je pense que les gens de la SDRB font ce qu'ils veulent. Je ne mets pas du tout en cause maintenant pour produire le plus possible. Donc ce n'est pas une absence de volonté, c'est une difficulté objective. Et donc je pense qu'effectivement, une des solutions, ça pourrait être, en plus, de contraindre le privé. Donc bonne nouvelle, recommence à fonctionner du logement à Bruxelles et aussi du logement moyen, même si c'est un produit d'investissement ce qu'ils font. Il faudrait les forcer, je pense, à donner faire leur part. Alors ils vont dire, oh, c'est comme ça, on va plus faire de logement du tout. La difficulté entre un pouvoir public qui a la force qu'il a et le secteur privé qui a la force qu'il a, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est difficile, mais en attendant, c'est à mon avis vers ça qu'il faut aller. Et effectivement, ce sera aussi une difficulté pour les sociétés publiques dans la gestion. Mais moi, je pense que c'est ça un début de solution. En tout cas, il faut au moins le tester, comme on teste le community land trust, comme on teste l'habitabilité. Petite parenthèse, hein, dans les projets d'habitabilité qu'on a, le niveau socio-économique est plutôt plus élevé que dans le reste des logements individuels parce que participer à la construction de son logement, en tout cas jusqu'à présent, c'est pas forcément indépassable, mais ça fait qu'on s'adresse à une population qui a en général un type d'éducation qui fait qu'elle correspond à une classe socio-économique qui est en tout cas pour le coup supérieure à celle qu'on a dans le reste des logements individuels. Pour ne pas coincer les autres, est-ce que ça va si on fait encore une question ou pas? Oui, allez, bon, là c'est la dernière, est-ce qu'il y en a? Vous parlez de tests et de choses compliquées. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a déjà été fait et que c'est parce que ça a été un échec que ça n'est pas refait à l'heure actuelle? Quand vous avez fait votre présentation, j'ai dit, oh, mais je connais, c'est formidable, c'est Villeneuve. Villeneuve à Grenoble, tout le monde en a entendu parler. C'était en 68, donc il y a 50 ans. Sur quoi Félix Clermanchet quand il voulait d'aller pour un meurtre qui s'était commis là-bas, c'était ça. Il y avait un tiers, il y a des buanderies communes, il y a des espaces de skate communs, il y a des espaces verts, il y a un tiers de logements privés moyens, tous les profs de Grenoble à l'époque s'étaient rués sur les meubles, le reste en logements sociaux.
Et ça a été un échec dramatique. Aujourd'hui, les buanderies, il n'y a plus personne qui ose y mettre les pieds. Même Sarko n'arrive plus à rentrer dans les neuves, je vous parle pas des films. Ça a été un échec. Alors, c'est pas neuf, mais c'est vrai que ça paraît, quand vous faites votre présentation, ça paraît attrayant. Et, sauf que moi, je me suis dit, mais je connais, c'était il y a 50 ans à Grenoble. Et c'est dans le centre-ville ou c'est en périphérie? Alors, c'est un élément important, je pense. Que Tivoli, c'est dans la ville. Pas complètement dans le centre, maintenant ça a été englobé dans le centre, c'était il y a 50 ans, sans doute Grenoble s'est élargi effectivement, mais ça a été un échec cuisant. Donc je veux dire, l'expérience, c'est pas nouveau ce que vous proposez. Moi je pense que vous avez cité la France, ça existe depuis il y a plus de 50 ans. J'ai pas l'impression que ça ait fait ses preuves. J'ai l'impression, citez-moi des exemples positifs, alors peut-être dans le centre effectivement, mais en tout cas, moi, ceux que je connais, ça n'a pas bien fonctionné, même si ça paraît hyper attrayant. Moi, je vois à Lyon, dans la production, en chiffres de logements sociaux qui sont produits par an dans la métropole lyonnaise, 6 000 par an. Par an, hein. On aimerait en faire 5 000 dans 5 ans. Et les sociétés HLM racontent qu'elles ont des soucis, que c'est difficile, mais elles ne disent pas non plus qu'elles s'en sortent pas, et puis ça ne se voit pas. Ce qu'on voit comme le nid au milieu du village, c'est les grands ensembles de logements sociaux. Ils essaient de taper à certains endroits, parfois en détruisant les choses, parfois en les requalifiant. Donc il y a effectivement des échecs notoires, mais il me semble que pour moi l'échec, il a l'air de se situer du côté des grands ensembles sociaux. Ça c'est clair que cette concentration-là, pour des raisons aujourd'hui qui paraissent évidentes, elle a produit des grosses difficultés. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, c'est d'abord, je vous signale que la proportion est l'inverse de celle que vous avez dit, c'est 2 tiers de moyens, 1 tiers de sociaux, donc ça a son importance. Donc c'est pas parce que ça a raté une fois dans un contexte particulier avec un style particulier que ça va rater à tous les coups, et on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'on fait des essais aussi de taille différente. On passe les 120 logements dans un quartier, qui est un quartier extrêmement populaire, il est déjà populaire aujourd'hui. Et donc le fait d'amener une population entre guillemets moyenne, en tout cas propriétaire habitante, qui va s'impliquer dans le quartier, et de prévoir dans le même temps, de prévoir autant d'unités de logement, de qualité, passifs, faits en énergie, qui ont des standards architecturaux les plus élevés que ce qu'on peut produire en même temps, c'est une manière d'encadrer et d'éviter ce phénomène de gentrification et de déplacement de la population. Parce qu'on peut vous parler de quartiers qui fonctionnent bien. Si vous allez voir la High Line à New York, vous pouvez dire que c'est magnifique. Hein, vous regardez comment c'était 10 ans avant, vous regardez comment c'est aujourd'hui, c'est beau, c'est propre, il y a plein de pognon, c'est super. En attendant, où est-ce qu'ils étaient les gens qui étaient là avant, et c'est quoi le projet? Donc voilà, l'idée c'est de trouver le bon équilibre, et ça se fait aussi par expérimentation. L'idée c'est donc effectivement de faire une ville qui fonctionne, pas ghettoisée, pas stratifiée, pas dualisée, et qui malgré tout reste qualitative. Il y aura des échecs. Il y en a dans la politique de mixité scolaire, tout n'est pas vraiment, tout ne réussit pas, mais je pense que c'est bien la tâche des pouvoirs publics que d'essayer, et ça me semble être un objectif indépassable, que d'arriver à une société qui soit pas dualisée. Voilà, ça c'est pour mes convictions. Mais est-ce qu'on a des succès sur lesquels s'appuyer? Oui, moi je pense que. Mais écoutez, moi je dis compétition de principe, mais j'ai l'impression que madame a pris. Si vous allez voir les endroits à fond de forme, voilà, moi je pense que c'est l'illustration d'un succès. C'est joli, c'est agréable, les gens qui y vivent sont plutôt dans le bas de l'échelle socio-économique à Bruxelles, et ils jouissent de conditions d'habitation et d'existence parmi les meilleurs de la ville. Alors franchement, moi j'appelle ça un succès. On va pas continuer le débat juste à deux, madame. Excusez-moi. Donc je vous propose aussi. C'est périlleux, c'est en 1 minute, vous pouvez dire une dernière chose, si vous le souhaitez. Et après, on en reste là. Sarah, est-ce que vous voulez conclure? Oui, Thibaut? Moi, je dois réfléchir. Ok, moi, j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir, donc moi, je suis très content du débat. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez le poursuivre. Et ma seule mot de la fin, c'est par rapport aux charges de banning, pour dire qu'aujourd'hui, les charges de banning, ça marche pour tout les secteurs. Le CLT ne fait pas partie de l'organisation reconnue comme EIP pour bénéficier des charges de banning. Donc ça, s'il y a une chose à changer qui semble très facile, ce serait de rajouter les CLT, parce que pour le coup, autant les promoteurs ont peur du logement social, autant quand il s'agit de logement social acquisitif, ils sont intéressés à de nous vendre leur logement, mais on ne fait pas partie des acteurs reconnus. Voilà, c'est pas la plus jolie conclusion. Mais... merci à tous en tout cas. Moi, je
parle facilement sans réfléchir. Donc bon, j'essaye de vous interroger sur des sujets, et donc voilà, ne caricaturez pas ce que je peux vous avoir dit. Je pense qu'il n'y a pas deux solutions innovantes qui fonctionnent. Le fait d'avoir plusieurs acteurs qui réfléchissent sur la ville de manière différente, qui produisent des choses, à mon avis, c'est un gage de succès. Et donc, les critiques sont évidemment les bienvenues. Les retours d'expérience réels et pas uniquement idéologiques sont évidemment très bonnes. Et donc, je pense que ce genre de débat participe à ça. Et je vous invite à visiter le projet. Donc, j'entends les mises en garde sur les villes, on va y être attentif, évidemment. Mais je pense qu'il faut quand même au minimum se donner l'ambition de réussir cette ville, une ville viable, attractive pour ses citoyens de toutes classes sociales. Je pense qu'on est un acteur, pas le seul acteur, mais un acteur qui peut y parvenir, et c'est donc légitime qu'on soit financé par l'argent public, parce que c'est ça l'idée du caractère public, c'est qu'on est financé avec notre argent pour pouvoir y parvenir. Et donc nos clients, ce sont les acteurs de logement, mais ce sont les quartiers proprement. Il y aura sûrement des échecs, il y aura sûrement des choses à revoir, mais il y aura aussi des réussites, et il y en a déjà beaucoup. Moi, je voudrais juste rappeler que la question du logement à Bruxelles dépasse largement les questions de l'accès à la propriété, qu'on est vraiment dans une situation extrêmement grave et problématique et criante, et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent de façon très très bonne sur le sujet, et je vous recommande vraiment d'aller lire les analyses du réseau bruxellois du droit à l'habitat, parce qu'elles sont excellentes, elles vont pouvoir vous nourrir de plein d'idées. Ils sont moins... voilà, ils auraient peut-être pas commencé par dire est-ce que l'accès à la propriété est une mission du service public? Non, mais ils n'auraient probablement pas répondu non de façon aussi frontale, et c'est peut-être ce qui les rend aussi plus accessibles et vraiment intéressants. Je voudrais aussi noter un petit élément, c'est que récemment le système des baux, l'enregistrement et la législation autour des baux à Bruxelles a changé. Il y a maintenant la possibilité d'avoir des baux de 1 an. Les pays qui ont connu les gentrifications les plus rapides sont notamment les pays dans lesquels les baux peuvent changer aussi vite que ça. Donc c'est un élément auquel il va falloir être attentifs tous. Si vous êtes propriétaire et que vous êtes bailleur, continuez de faire des baux de 9